session est consacrée au deuxième mot-clé de ce colloque, hybrider. Et pourquoi hybrider? Parce qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas faire une session art-science, étant donné que l'objet art-science, aujourd'hui, c'est un objet qui existe, qui est bien identifié par tout le monde. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est les hybridations, les circulations, les coopérations entre culture, art et sciences. Et alors, c'est pas catégorisé de la même façon, mais vous avez entendu Laurent Chicoineau ce matin catégoriser tout cela sous le vocable de sensible. Alors, c'est peut-être pas le vocable que je reprendrai, mais c'est cette idée qu'on n'est pas dans cette session sur la transmission de la science, mais plutôt sur la manière dont la science va s'accrocher à autre chose, soit volontairement, soit involontairement, pour soit créer des objets nouveaux, comme c'est souvent le cas dans les productions art-sciences, soit pour des interactions avec le monde de la culture. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Lemerle, et Sébastien, donc, qui est sociologue, professeur des universités à Paris-Nanterre et membre du CRESPA. Alors on connaît bien Sébastien ici parce qu'il est déjà venu nous parler de ses recherches sur la médiation et la vulgarisation des neurosciences. Voilà, un de ses ouvrages les plus connus, c'est Le cerveau reptilien. Et aujourd'hui, il va nous parler de neurosciences, de médiation et de vulgarisation, mais avec une composante artistique et culturelle dont il va nous parler. Après Sébastien, on accueille Nathalie Barghezzi, qui est coordinatrice du réseau Trace, donc qui est un réseau national avec une dimension européenne aussi, art science. Alors c'est pareil, Nathalie, on te connaît bien, on connaît ton travail. J'ai eu la chance d'interagir avec toi dans le cadre d'un article scientifique pour lequel tu m'as fait profiter de certaines données d'une enquête nationale que tu as mené avec Thierry Bèche sur l'émergence en fait et les acteurs de ce qu'on appelle art science aujourd'hui. Et donc je t'ai proposé de venir nous présenter les résultats de cette enquête et puis également de partager avec nous les questions qu'on se pose quand on fait une enquête comme ça, parce qu'au début on se dit c'est une enquête descriptive et en fait on se rend compte que l'enquête elle se problématise au fur et à mesure qu'on la mène. Et ensuite, un grand plaisir également d'accueillir Julia Bonaccorsi et Camille Jutan, donc nos collègues de l'Université Lumière Lyon 2, le laboratoire Helico, et qui vont partager avec nous une recherche sur les formes culturelles. Alors ça m'intéresse particulièrement parce que j'utilise beaucoup le concept de forme culturelle et j'ai hâte de savoir si nous parlons de la même chose, mais je suis certaine que ce que vous allez dire va éclairer la manière dont moi je l'utilise. Donc d'abord Sébastien, ensuite Nathalie et après Julia et Camille, c'est à vous. Bonjour, merci pour cette invitation et ces échanges extrêmement intéressants jusqu'ici. La vulgarisation, je vais vous parler de vulgarisation des neurosciences. C'est un domaine au périmètre relativement balisé où interviennent depuis une quarantaine d'années des membres du champ scientifique, des maisons d'édition, la presse, les médias audiovisuels, les plus ou moins nouveaux médias en ligne et aussi des médiateurs et médiatrices en culture scientifique, en centre de culture scientifique et en musée. Et je me propose aujourd'hui d'interroger un peu la cohérence de cet espace dont les agences définissent de façon parfois contradictoire les uns par rapport aux autres. Et dans le cadre de cette table ronde, je partirai pour ce faire de la position sans doute la plus institutionnalisée, s'agissant de la vulgarisation des neurosciences, pardon pour la table, à savoir celle des médiateurs et médiatrices professionnels en musée ou en CCSTI. Et d'un constat, c'est leur recours à des dispositifs qui hybrident vulgarisation traditionnelle et formes culturelles variées, déjà la forme culturelle. Mon hypothèse est que l'hybridation de la médiation scientifique, enfin neuroscientifique avec des formes culturelles et artistiques peut se comprendre comme résultant de la configuration particulière dans laquelle s'inscrit la profession de médiateur ou médiatrice scientifique, qui est un espace de relation avec d'autres intervenants dont les médiateurs cherchent à la fois à s'inspirer mais aussi à se distinguer. Et je prendrai ici pour point de comparaison les chercheurs qui donc font de la vulgarisation des neurosciences,
les médiateurs qui font de la vulgarisation de neurosciences, de la médiation de neurosciences, les chercheurs qui font aussi de la vulgarisation en neurosciences, et certains créateurs de spectacles vivants qui s'inspirent plus ou moins librement de ces discours scientifiques. Alors d'abord, j'évoquerai le fait que l'hybridation de la vulgarisation des neurosciences avec des formes artistiques peut être un moyen pour les médiateurs et médiatrices de s'affranchir un peu de l'ombre tutélaire de la recherche, via des dispositifs spécifiques dont je parlerai. Et dans un deuxième temps, on verra que en fait, ce type d'hybridation n'est pas univoque et peut donner lieu en fait, à des réalisations qui sont assez différentes de ce qu'on pourrait imaginer en médiation, qui peuvent être aussi recherchés par les chercheurs, mais pour des résultats qui sont, disons, peut-être contradictoires avec d'autres objectifs poursuivis par les médiateurs et les médiatrices, sur lesquels je reviendrai en conclusion. Alors, juste un mot sur les terrains. En fait, là, ce que je vous présente, c'est des exploitations secondaires de 2 enquêtes que j'ai menées, l'une sur la Semaine du cerveau il y a quelques années, la préparation de la Semaine du cerveau, qui est une grande manifestation de promotion et de vulgarisation des sciences du cerveau en France. Et puis la deuxième, qui est une enquête en cours sur la notion de plasticité cérébrale, et qui est là plus dominante européenne, où on a rencontré des chercheurs, des chercheuses, des médiateurs. On est allé aussi visiter plein de musées, d'expositions, de conférences. C'était très agréable. Alors, la première idée, c'est que la médiation, vue comme une sorte de recherche de forme alternative à la transmission des savoirs scientifiques, c'est quelque chose qu'on a déjà abondamment traité dans les échanges depuis ce matin. Là, je vous mets à chaque fois des extraits d'entretien. Les entretiens que j'ai eus avec les médiateurs et médiatrices de neurosciences révèlent 3 points communs à toutes les personnes interrogées. D'abord, une volonté de transmettre des connaissances qui s'inscrivent souvent dans des trajectoires en lien avec des sciences, des gens qui, par exemple, ont des masters en biologie, des doctorats, etc., et qui ensuite ont obliqué vers la médiation, couplé à la volonté de faire sortir justement les connaissances neuroscientifiques du champ académique, et ça c'était très important dans leurs propos, avec une interaction concrète avec le public. Et quand arrivait le moment d'évoquer la mise en œuvre de cet idéal de transmission, d'interaction avec le public, émergeait un refus commun, qui était ce dont on a déjà abondamment parlé, d'une approche, alors il ne disait pas et elle ne disait pas modèle du déficit, mais elles appelaient ça une approche frontale, descendante, c'est-à-dire un discours prononcé ex cathedra, sans possibilité laissée au public de dialoguer avec l'intervenant, éventuellement de le mettre à l'épreuve, etc. Et de fait, le premier point qui se ressortait, c'était que les médiateurs et médiatrices aimaient à souligner les différences entre leur métier et celui d'enseignant, ainsi que le résume l'une d'entre elles. Pardon pour les... Il y a beaucoup de... Voilà, faut pas être là comme un prof. Puis il y en a une deuxième que j'ai mise un peu plus long, je suis désolé pour la longueur des extraits. Ce deuxième extrait un peu plus long est un bon exemple d'une posture qui était partagée par l'ensemble des personnes interrogées, c'est-à-dire l'idéal d'une transmission non pas à l'image, alors une image on pourrait discuter, stéréotypée un petit peu quand même, qu'on peut se faire de l'activité d'un enseignant, mais en instaurant une proximité, en procurant du plaisir, dans un cadre divertissant, sans objectif contraignant, ni de public captif. Et on voit aussi dans ce long extrait de cette médiatrice au Palais de la Découverte un ethos professionnel qui se veut à la fois lucide et modeste, parce qu'en fait, la transmission du savoir est tout sauf garantie, et en fait, les médiateurs et médiatrices que j'ai rencontrés ont souligné tous que la médiation se pratiquait dans des enceintes qui étaient dédiées à une forme de divertissement, qui était fondée sur la libre participation, au mieux en vue d'une éducation non formelle, non sanctionnée par une évaluation ou un diplôme. Et là, on retrouve des choses qu'on a déjà dites aussi en relation avec les travaux de Daniel Jacobi. La distinction était surtout sensible quand la discussion abordait les moyens mis en œuvre pour faire ces actions de médiation. Donc là, il y a toute une panoplie que j'ai traitée dans un article il y a quelques années dans Sociologie, des récits, des anecdotes, des images, évidemment, parce qu'en neurosciences, les images du cerveau, les PET scans et l'imagerie fonctionnelle, c'est quelque chose qui est très frappant et dont le public est friand, mais aussi des débats, mais aussi des manipulations, y compris de peluches figurant des neurones, mais aussi des jeux vidéo ou des jeux de plateau, et puis enfin plein de dispositifs comme ça. Et en fait, l'objectif était clairement d'obtenir un engagement émotionnel des visiteurs et éventuellement leur plaisir, qui était présenté comme antithétique à une démarche d'apprentissage scolaire, qui était donc parfois un peu caricaturée sous les traits de la contrainte et du manque d'enthousiasme.
Alors ça, c'est un premier, disons, trait de l'idéal qui se dégageait de ces médiateurs et médiatrices en neurosciences. Et il cherchait aussi à se distinguer d'une autre approche, qui était une approche d'exigence d'exactitude qu'il et elle prêtait aux chercheurs qui faisaient de la vulgarisation, qui étaient souvent, à qui souvent on prêtait un discours trop dense et jargonnant. Et ça se voyait beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose aussi que j'ai pu constater quand j'assistais à la Semaine du Cerveau. Lors des réunions de préparation à la Semaine du Cerveau, il y avait des oppositions plus ou moins discrètes qui apparaissaient entre les points de vue en faveur d'une fidélité à tout craint au discours scientifique et puis des positions qui étaient davantage soucieuses de dimension communicationnelle, voire relevant du divertissement. Par exemple, là, c'est une réunion qui s'est passée il y a bientôt 10 ans à Paris, une directrice de recherche du CNRS qui critique en fait une proposition d'animation proposée par des médiateurs et médiatrices de la Cité des sciences, avec une artiste plasticienne qu'elle jugeait, la directrice de recherche, trop éloignée des exigences de la Semaine du Cerveau, qui est principalement une manifestation faite par les chercheurs et où les médiateurs et médiatrices sont plutôt en appoint plutôt que sur le devant de la scène. Et l'étude de la Semaine du Cerveau faisait ainsi apparaître une ligne de séparation assez discrète, mais qui parfois ressortait à des moments assez fortement, entre les médiateurs et médiatrices, disons, amateurs, qui étaient en fait les chercheurs et les chercheuses, d'une part, et puis d'autre part, les vrais professionnels de la médiation et de la communication scientifique. D'un côté, les chercheurs et les chercheuses considéraient souvent leur activité de médiation, quand je leur posais la question, comme une forme plus ou moins simplifiée de cours pour étudiants de master, tel que, par exemple, l'avoue candidement ce directeur de recherche CNRS à l'université de Descartes, alors qu'elle faisait l'objet d'une réflexion beaucoup plus élaborée dans les entretiens avec les médiateurs et médiatrices qui regrettaient à la fois ce souci d'exactitude scientifique qui était considéré parfois comme disproportionné, et puis aussi le manque d'imagination communicationnelle des collègues chercheurs. Et à travers ces critiques, les personnes interrogées faisaient en fait parfois plus largement état de la position qui était la leur, qui était résumée par ce dilemme entre cet impératif d'exactitude, qui était difficile à contester dans le cadre de la Semaine du Cerveau face à les chercheurs, et d'autre part l'impératif d'attirer et surtout de satisfaire les publics, notamment avec des contenus, disons, attractifs et en plus accessibles. Et cette préoccupation des publics, en fait, leur permettait d'affirmer une sorte d'identité professionnelle qui non seulement rejetait les conceptions présentées comme datées de la vulgarisation scientifique, en premier lieu ce modèle scolaire descendant dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui cherchait aussi à s'autonomiser vis-à-vis de la parole des chercheurs. Et donc là, l'objectif, c'était de susciter des envies, poursuivre la recherche, après la médiation, changer ses représentations, plutôt que de procurer à tout prix un grand nombre de connaissances. Et donc cela justifiait, en gros, de tolérer l'approximation et d'éviter tout degré de précision exagéré. Et c'est particulièrement visible dans cet extrait où en fait l'aspect est souligné par des médiateurs et médiatrices qui avaient à composer dans leur... alors c'était pas en CCSTI, c'était dans une association de médiation scientifique, mais il y avait un conseil d'experts constitué de chercheurs, et qui était particulièrement visiblement tatillon. Et tous et toutes insistaient sur la nécessité de recourir donc à des formes ou autres de reformulation du discours scientifique pour qu'il soit donc attractif, voire divertissant, pour des publics majoritairement non spécialistes. Alors ce côté divertissant peut reposer sur tout un ensemble de dispositifs, dispositifs ludiques, mise en récit, voire mise en relation avec de grandes questions politiques et sociales, même si avec les neurosciences, en fait, il faut à la limite, à ce moment-là, dériver plutôt vers les questions de santé. Et en tout cas, il entre en consonance avec certaines des aspirations formulées par les médiateurs qui pardon, je me perds dans mes fiches, pour qui un des objectifs majeurs de leur action était moins de transmettre des connaissances que d'amener à se poser des questions, à faire évoluer ses propres représentations. Alors ça, c'est une façon de concevoir la promotion des sciences ou de l'esprit scientifique qui se retrouve dans plein de déclarations de médiateurs, notamment je pense à l'enquête Pilots de 2011, ou l'enquête européenne sur les médiateurs et médiatrices, où notamment on déclarait que le principal atout des médiateurs et médiatrices était leur capacité à faire passer l'information autrement, c'est-à-dire par d'autres biais que les schémas classiques d'apprentissage formels comme l'école, les livres et les conférences, et d'interpeller le public, créer de l'interaction pour lui donner envie de se prêter au jeu. Et dans cette enquête, les médiateurs se définissaient comme passeurs, relayeurs, facilitateurs, et visaient à partager un savoir scientifique en privilégiant la perspective du jeu à celle de la conférence qui se prend trop au sérieux. Dans cette perspective, moi, ce que j'ai rencontré pour les neurosciences, un procédé assez courant, c'était de collaborer, coopérer ou d'accueillir des spectacles d'art vivant
comme Cérébrum, qui est un spectacle, le Cérébrum, le faiseur de réalité, d'Yvain Julliard, qui était notamment proposé au Quai des Savoirs à Toulouse il y a quelques années, et aussi dans plusieurs éditions de la Semaine du Cerveau, ainsi que dans différents centres et scènes culturelles en France et en Belgique, et qui a été labellisé par le CNRS comme d'utilité générale. Alors, Yvain Julliard, c'est un auteur franco-belge qui a fondé une compagnie théâtrale visant à, je cite le site de la compagnie, intégrer le domaine des neurosciences cognitives dans la création théâtrale. Cérébrum, donc, qui est la principale œuvre à ce jour d'Yvain Julliard, a été créée en janvier 2015 à Bruxelles, et c'est une conférence spectacle, je cite la 4e de couverture du livre, sur la nature même de nos réalités, afin de mieux saisir le fonctionnement troublant de notre cerveau. Et vous avez l'unique performeur de la conférence qui est face au public, seul, et qui, à l'aide de quelques objets que vous voyez, c'est-à-dire des pinceaux, des pots de peinture, un écran vidéo derrière lui, qui prononce un texte qui mêle à la fois éléments de vulgarisation scientifique, mais aussi beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'expériences ludiques avec le public. C'est un spectacle qui est très riche, qui commence d'ailleurs par des illusions sensorielles auxquelles Yvain Julliard propose au public de participer, qui comprend des moments de jeu aussi, et aussi des passages audio, vidéo, etc. Yvain Julliard, c'est quelqu'un qui a une formation en neurosciences, en neurologie aussi, et qui a ensuite obliqué vers, disons, l'art science justement, qui a suivi des formations de ce genre-là, et qui, pour écrire son texte, est aussi beaucoup appuyé sur l'aide de certains chercheurs, notamment à Lyon. Et c'est quelqu'un aussi qui est très préoccupé par l'état de notre société et qui voit dans la science, et les neurosciences en particulier, une raison d'espérer. Et dans la dernière partie de sa pièce, notamment, enfin de sa conférence, de son spectacle, il y a un long passage qui est centré sur la plasticité cérébrale, c'est comme ça que je l'ai découvert, avec les dimensions connexes de l'apprentissage et de l'influence de l'environnement socioculturel. Donc vous le voyez à l'écran, j'ai mis quelques citations. Et de cette évocation de la plasticité cérébrale, ensuite, il tire des conclusions psychosociologiques aux accents plutôt poétiques. Et ensuite, il élargit de plus en plus sa perspective et il parle des sociétés, des cultures. Et sa description du cerveau se transforme en une sorte d'utopie politique que vous voyez peut-être un peu à la fin quand il parle de société idéale, extraordinaire, sans hiérarchie. Et selon lui, la solution pour nous sauver, pour sauver nous et la société c'est donc de... Ah, pourquoi ça... Si, tiens. Ok. C'est en fait ça réside dans l'éducation, c'est-à-dire dans sa perspective d'éduquer les gens à la connaissance de notre cerveau. Donc en fait quelque chose quand même qui est très axé sur la transmission d'une certaine connaissance du fonctionnement du cerveau et d'un fonctionnement influencé par les conceptions de la plasticité cérébrale. Cependant, les combinaisons entre spectacle vivant et discours scientifique sont loin d'être épuisées, évidemment. Et maintenant, je vais en évoquer deux autres qui vont nous amener à réviser un peu ces dichotomies, peut-être un peu trop nettes, que j'ai tracées précédemment. Il existe en effet d'autres cas tout aussi parlants d'hybridation entre spectacle vivant et neurosciences. Je me cantonne aux neurosciences, dont l'objectif n'est pas à proprement parler la vulgarisation. Donc en fait, on mobilise des moyens artistiques pour répondre à des logiques complètement différentes. Je vais évoquer deux cas de figure. D'abord, la pièce 1300 grammes de l'auteur franco-suisse Léonore Confino. C'est une pièce qui a été créée en 2017. C'est une pièce qui est, alors pour le coup, une vraie pièce de théâtre, tant dans son dispositif que dans sa visée, par rapport à Cérébrum. Il y a une intrigue, il y a plein de personnages, etc. Alors à l'époque de 1300 grammes, Confino est déjà une autrice reconnue, mais pas pour son intérêt pour les idées scientifiques. Elle a eu des prix, etc. Et contrairement à Julliard, elle n'a pas de formation scientifique, même si elle s'est aussi beaucoup appuyée sur les chercheurs pour étayer son propos, notamment des chercheurs que j'ai interrogés à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. C'est une pièce qui décrit trois personnages, une médecin, un metteur en scène, un homme politique en pleine crise existentielle. Et en aparté, il y a un neuropsychologue qui explique ce qui se passe dans le cerveau. C'est un petit peu le même dispositif que dans Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, pour celles et ceux qui connaissent ce film, qui racontait un peu la même chose avec à côté des insertions d'explications par Henri Laborie. Et dans la pièce de Confino, l'inextricable crise morale dans laquelle est plongé l'un des personnages trouve sa résolution dans l'incorporation littérale de la notion de plasticité. Vous voyez à l'écran, ce personnage se convertit en s'appliquant à lui-même la notion et se transforme en un super-héros qui s'appelle Elastiman. Alors, il n'y a pas de visée de partage de savoir ici, pas vraiment de visée politique non plus. En fait, la plasticité dans la pièce rend possible une réforme de soi,
au service d'une éthique de l'amour, un amour de soi et amour des autres aussi, ou amour des siens. Et en fait, la plasticité agit comme une sorte d'aide, pour reprendre le modèle actantiel de Grémas, un élément aidant dans la quête des trois personnages principaux vers une vie meilleure. Et en fait, elle a une proposition qui est une proposition plus morale, je dirais, appuyée sur la psychologie, même s'il y a des éléments de vulgarisation de neurosciences qui sont parfois d'ailleurs erronés. Il y a des choses qui sont dans la pièce qui ne sont pas justes. Mais enfin, en tout cas, elle partage avec Cérébrum certaines caractéristiques, c'est-à-dire elle a une croyance en la perfectibilité de l'individu, elle en entretient une espèce d'espoir qu'ensuite elle va transmettre, mais dans une optique, disons, poétique très différente de celle de Juillard. Et d'ailleurs, dans un entretien qu'elle m'a accordé, elle me raconte, vous voyez, c'est surtout la fin qui est intéressante, hein, la plasticité, cette capacité à muscler, modifier activement notre matière neuronale, nous semblait porteuse d'espoir, et donc c'est là-dessus qu'elle a fondé sa pièce. Deuxième exemple. Là, c'est un neurobiologiste qui écrit une pièce avec un homme de théâtre plutôt connu qui s'appelle Jean-François Perret. Le neurobiologiste, c'est Alain Prochian. Alain Prochian, c'est aussi un neurobiologiste assez connu, même plutôt très connu, qui a notamment été professeur au Collège de France, qui a même administré le Collège de France. Et en 2002, ils se mettent ensemble à faire plusieurs spectacles, plusieurs pièces, dont une qui s'appelle La Génisse et le Pythagorécien. En fait, là, c'est une série de variations sur les métamorphoses d'Ovide, avec une pincée de neurosciences. La pièce est fondée sur le principe de la citation, de l'allusion littéraire, de la discontinuité, du collage des références, anciennes, scientifiques, philosophiques, avec aussi une propension pour Bergson, dont on parlait tout à l'heure. Le tout accompagné de musique contemporaine, dans une scénographie très minimale. Et donc, la mise en scène, la scénographie, la structure de la pièce n'obéissent à aucune forme fixe, et la superposition des situations, des discours, des postures sont vraiment l'expression en fait des notions de métamorphose et de plasticité. Donc en fait, ce sont des processus fondamentaux de la vie, mais que les créateurs veulent nous faire ressentir à travers la forme théâtrale plutôt qu'à travers un discours explicite. Et donc là, en fait, c'est une pièce qui s'appuie sur une esthétique, disons, on dirait postmoderne, telle qu'exprimée dans une note préparatoire de la pièce de Jean-François Perret. Pour Jean-François Perret, la biologie, c'est vraiment un nouvel horizon, une sorte de grand récit, et en fait, il arc-boute sa pièce sur ces notions-là, et la priorité, c'est vraiment pas la transmission de savoir, et c'est même pas aux yeux de Prochian, qui est lui-même neurobiologiste. Hein. Pour Prochian, par exemple, le théâtre, c'est d'abord un autre moyen de penser et de poursuivre ses activités scientifiques. Il a même dit dans d'autres entretiens, il ne conçoit pas la pièce sous l'angle de la vulgarisation, il la rejette même explicitement, disant que c'est fait. Enfin, d'autres personnes la font très bien, j'ai pas besoin d'en faire. Mais lui, en fait, il le voit comme une façon de penser sa recherche d'une façon différente. Et donc la plasticité, ici, fonctionne dans la pièce comme un principe implicite au niveau de la structure même et de l'esthétique de la pièce. Alors, pour finir, ces deux exemples nous montrent que l'hybridation entre les neurosciences et, disons, les arts, enfin en tout cas les spectacles vivants, peut servir des objectifs qui sont loin de se cantonner à relayer des savoirs ou même l'esprit critique. Vous avez des logiques esthétiques qui peuvent tout aussi prendre le dessus et faire surgir en quelque sorte toutes les potentialités poétiques du discours scientifique, comme le reconnaît elle-même Léonore Confino quand je lui demande « mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé plastimane, vu que vous vous appuyez sur la plasticité, au lieu d'élastimane ?» Elle reconnaît qu'à un moment donné, en fait, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, et elle ne voulait pas être collée au discours scientifique. De la même façon, Prochian était complètement à l'aise avec le fait que sa pièce était quand même assez hermétique par rapport à disons, un spectacle moyen. Donc, ça, c'est quelque chose dont les médiateurs et médiatrices que j'ai rencontrés auxquels ils étaient assez sensibles. L'idée que peut-être il ne faudrait pas non plus aller trop loin dans cette direction. Ça a été parfois exprimé par certains médiateurs, médiatrices, qui ont fait valoir que l'autre trait constitutif quand même de leur ethos professionnel, c'était celui d'une certaine pédagogie en matière scientifique, et que les recours au divertissement, à l'art, etc., pouvaient aussi se révéler ambigus dans le rapport au savoir que les médiateurs entendent aussi promouvoir. C'est des choses qu'on a entendues un petit peu ce matin. L'indifférence aux idées fausses, est loin d'être une attitude unanimement partagée. Certains insistaient au contraire sur l'importance de transmettre quand même, un certain nombre de notions scientifiquement validées, telles que notamment le médiateur du Palais. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer ensuite la spécificité de faire de la médiation au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences. C'est un petit peu évidemment différent, mais bon, voilà. Au fond, les positions exprimées par les médiateurs et les médiatrices vis-à-vis du champ éducatif, du champ scientifique, et puis celui des métiers de la culture, pourraient bien exprimer
sous la forme d'une retraduction en termes d'enjeux professionnels, en fait plusieurs impératifs, des impératifs de nature politique. Il faut participer à la construction, à l'entretien de la citoyenneté, en diffusant des connaissances, ou l'esprit qui préside à leur élaboration, mais aussi de nature économique. Il faut quand même attirer du public et le retenir. Voilà. Et de là découle toute une justification de l'orientation divertissante des politiques d'animation, qui sont un moyen de distinction par rapport aux pratiques des chercheurs et des enseignants. Et en ce sens, ces quelques notations confirment aussi les résultats de cette enquête PILOS dont je parlais, où lorsqu'on demandait aux médiateurs et médiatrices en fait, comment définir leur profession, il y avait un truc qui ressortait, c'était la fonction d'entertainer. Donc, enfin, en anglais dans le texte, et qui était traduit en français de façon délicieuse, d'un animateur qui apporte du fun, qui est donc l'aspect le plus cité dans la définition que donnaient les médiateurs européens de leur métier. Mais à mon avis, enfin, bon, je suis sociologue, je suis obligé de problématiser sociologiquement. Moi, cet aspect appelle en fait une problématisation qui est, à mon avis, relative peut-être au statut, sinon dominé, du moins incertain, de la position des médiateurs et des médiatrices vis-à-vis de ces différents espaces sociaux, la recherche, l'éducation, la création artistique, avec lesquels leur activité s'hybride. Et donc ça suggère une piste de recherche sur les implications en termes d'identité sociale, d'éthos professionnels, du fait d'occuper cette position d'intermédiaire entre plusieurs mondes sociaux. Et de là, on pourrait en fait déployer dans toutes les ramifications, encore une fois, les significations du terme médiation. Ça a déjà été fait tout à l'heure, mais je pourrais en rajouter une couche. Le travail de médiation, qui est souvent présenté comme un ensemble de formes de facilitation d'accès, de traduction de l'offre culturelle, etc., doit être, alors là, je reprends les termes d'une autrice importante, Madame Bordeaux, être analysé comme un travail sur les normes, c'est-à-dire des normes issues de différents espaces sociaux qui s'hybrident, mais qui du coup, en fait, se retrouvent en concurrence. Et donc, je la cite encore, il peut en résulter une forte tension sur les régimes de grandeur que les médiateurs et les médiatrices peuvent aussi avoir à aménager au cours de leur activité. Pensons d'une part au régime de grandeur lié à l'autonomie et au prestige de la recherche scientifique, à ceux liés à l'éducation, à ceux liés à la création artistique, ça c'est une première chose. Après, vous avez toutes les contraintes politiques et institutionnelles que j'ai pas le temps d'évoquer et qui sont liées donc aux différentes institutions, et notamment cette fameuse contrainte d'attirer des publics et de les faire venir et les faire rester aussi. Et enfin, la finalité de la médiation, qui pourrait être aussi encore, peut-être, là c'est quelque chose sur lequel enfin, je prends les travaux d'André Bergeron pour insister là-dessus, reconduire l'idée d'une hiérarchie quand même à la fois des savoirs, mais aussi des instances de diffusion légitimes. C'est une question aussi qu'on a un petit peu évoquée auparavant, hein. La légitimité des institutions de diffusion des savoirs auxquelles quand même se rattachent les médiateurs et les médiatrices. Et c'est autant de facteurs qui contribuent à mon sens à cette position d'entre-deux que j'ai ressentie en rencontrant ces médiateurs et médiatrices en neurosciences et qui me semblait une condition structurale de l'exercice de leur profession. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sébastien, que tu as respecté le temps à la demi-minute près, ou même à la minute près. Écoute, je pense qu'on va profiter du temps final de discussion pour que tu puisses nous en dire davantage, mais je trouve que ton travail ouvre des perspectives très intéressantes parce que parfois on est un peu piégé en tant que chercheur par les situations qui sont installées par les acteurs. Et donc on a tous été quand même beaucoup sur la rencontre artistes-scientifiques. Et on a parlé des médiations, mais on n'a pas parlé des médiateurs. Et finalement, c'est la première fois que j'entends parler des médiateurs scientifiques dans les créations art-sciences. Et effectivement, avec ces effets de difficulté de positionnement par rapport à deux secteurs dominants sur le plan symbolique, l'art d'un côté, la science de l'autre. Donc merci beaucoup. Et donc c'est Nathalie qui maintenant va partager son travail et les réflexions qu'a suscité ce travail autour de le domaine art-sciences. Tu as essayé avec Thierry Bèche de prendre la mesure de ce domaine en France. Oui, merci Marie-Christine Bordeaux pour cette invitation. Je voulais commencer mon propos juste par vous dire un petit mot sur cette transversale des réseaux art-sciences, qui est un réseau à l'échelle nationale, qui est composé aujourd'hui d'une trentaine de structures qui sont vraiment de typologies très diverses. Ce sont toutes des structures, alors certaines sont des producteurs ou des diffuseurs de spectacles vivants, et d'ailleurs ce réseau Trace est né à l'initiative ici à Grenoble de l'ancien directeur de la scène nationale Hexagone, Antoine Conjard,
qui est une première scène nationale vraiment fléchée sur Arts et Sciences. Et aujourd'hui, ce réseau s'est vraiment élargi à la fois donc encore des producteurs diffuseurs de spectacles vivants, mais aussi des centres de culture scientifique, des universités, des laboratoires de recherche, une fondation, mais aussi plusieurs acteurs associatifs collectifs qui œuvrent plutôt dans le champ de la médiation justement. Arts et sciences au sens de trace, c'est vraiment à la fois toutes les disciplines artistiques comprises et aussi tous les domaines de recherche scientifique. C'est-à-dire que dans sciences, on ne se limite pas à sciences dures, numériques, technologie, mais beaucoup de projets qui sont Arts Sciences, qui sont portés par les membres du réseau, sont dans le domaine des sciences humaines et sociales, et ça c'est important. Aujourd'hui, c'est un réseau très vite qui est soutenu par le ministère de la Culture, et cette année, sur appel à projet par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que par la fondation Daniel et Nina Carasso, qui apporte son soutien au développement, à la structuration du réseau. Dans les approches en fait des membres de Trace, il y a vraiment une importance accordée à l'approche citoyenne et à la relation au public dans ces projets Arts Sciences. J'y reviendrai. Donc c'est un réseau d'abord qui est un espace d'échange de pratiques, d'expériences et des réflexions. Donc il y a cette notion d'interconnaissance, de think tank qui est importante. C'est un réseau qui facilite en fait la rencontre et la collaboration entre des artistes et des scientifiques, la création, la production, la diffusion des œuvres qui vont naître du dialogue, de cette rencontre entre artistes et chercheurs, et l'action culturelle et éducative qui est associée. L'objectif de ce réseau, c'est vraiment de faire reconnaître auprès des politiques publiques, notamment, cette spécificité du Arts et Sciences, de cette interaction entre artistes et chercheurs, et qu'est-ce qu'elle permet de générer. C'est aussi un réseau qui souhaite être un interlocuteur à la fois pour les professionnels et pour les tutelles, et être réseau ressources, c'est-à-dire contribuer à la collecte, à la production de ressources pour outiller les professionnels, mais aussi pour apporter un éclairage, encore une fois, aux politiques publiques sur qu'est-ce que c'est Arts et Sciences et comment est-ce qu'on peut soutenir ces projets mêlant artistes et chercheurs. Donc dans cette optique, dans cette dynamique de produire des ressources, d'enquêter, d'observer, le réseau a mené une première étude, une première enquête en 2022 sur en fait les acteurs et les actions de ce champ Arts Sciences. L'objectif de cette enquête, c'était vraiment d'avoir un premier état des lieux au niveau national, parce que on a constaté qu'il y avait vraiment un intérêt grandissant sur cette question du Arts et Sciences, mais finalement il n'y avait pas d'études qui montraient qui s'implique dans ce type de projet, qu'est-ce que finalement c'est Arts et Sciences, etc. Donc il y a une première enquête qui avait été menée en 2019 à l'échelle de la région Occitanie, par une association Passerelle Arts Sciences Technologies, une enquête qui avait été soutenue par la région Occitanie et par le ministère de la Culture déjà à l'époque. Et la proposition qu'a faite Trace au regard des résultats de cette enquête, c'est de l'élargir au niveau national. Donc cette enquête nationale, elle a été soutenue donc par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et précisément par le département des relations entre sciences et société. Donc je disais, elle s'est échelonnée entre le printemps 2022 où on a commencé à élaborer les questionnaires et le novembre 2023 où on a publié jour pour jour, il y a exactement un an, on a publié les résultats. C'est une enquête donc qui a été conduite, et ça c'est important, par le réseau Trace, donc qui n'a aucune velléité à être une enquête sociologique, mais vraiment une enquête depuis la posture et menée par des acteurs de terrain.
avec toutes les imprécisions et les maladresses que parfois ça peut générer dans la formulation de certaines questions qui n'étaient pas forcément trop précises. Peut-être on s'est un peu emballé dans des questionnaires un peu peut-être trop fouillés avec des questions en cascade, des réponses multiples. Tout ça, ça a complexifié un petit peu le traitement et l'analyse des données. Mais voilà, donc j'insiste sur ce fait, c'est vraiment une enquête faite par des acteurs de terrain. On a quand même bénéficié vraiment à la fois du conseil, de l'appui d'un comité de pilotage qui a été constitué avec les ministères à la fois de la culture et de l'enseignement supérieur à la recherche, le département des relations de sciences et sociétés. On a été aussi appuyé par un conseiller DRAC de la région Nouvelle-Aquitaine, par la région Occitanie et par les réseaux AMSTI, donc le réseau des professionnels des CSTI, et le réseau AUC. Et là, je tiens à remercier aussi Marie-Christine Bordeaux qui a apporté sa contribution et qui nous a aidés aussi dans l'élaboration d'une partie de questionnaire. On a été aussi aidé sur le volet de traitement des données par une chercheure de l'IRD, Marie Piron, qui a vraiment apporté une précieuse contribution volontaire et bénévole d'ailleurs donc à cette partie traitement des données. Cette enquête, elle a permis au réseau Trace de lui donner une visibilité et effectivement d'être une base de travail, un outil vraiment réflexif et de dégager des propositions pour effectivement essayer de voir quels sont un peu à partir de ces résultats, de ces données, quelles sont un peu les failles qui ressortent et comment est-ce qu'on peut essayer de mieux accompagner, mieux soutenir des projets qui relient artistes et chercheurs. Enfin, chercheurs ou enseignants-chercheurs, plutôt artistes scientifiques, que ce soit sciences dures ou sciences humaines et sociales. Donc, avant de vous présenter vraiment les points saillants un peu de cette enquête et qu'est-ce qu'on a tiré de ces données, et de faire aussi un petit focus à la fin sur le volet médiation de cette enquête, je fais quelques petites précisions sur la méthodologie et le choix qui a été fait dans le travail, la conduite de ce travail. Déjà, on est parti du postulat que Art Sciences, c'est transversal, ça engage une pluralité de parties prenantes, de personnes, de pluralité de profils, de typologies de structures. Et donc, on a fait vraiment le choix d'adresser cette enquête à ces différents profils. Donc, on l'a adressé on a constitué 4 grandes familles d'enquêtés, on va dire, avec à chaque fois des questionnaires spécifiques d'une part, et puis un volet de questions communes à la fin. Donc, la première grande famille, c'était les acteurs culturels, socioculturels ou acteurs relevant du domaine environnemental, avec donc un questionnaire spécifique. Ensuite, un autre questionnaire adressé aux artistes. Notre questionnaire est là adressé aux acteurs de l'enseignement supérieur à la recherche, mais là, on a scindé encore une fois, donc d'où la complexité après pour l'analyse, entre eux, les vice-présidents, les personnels BIATS, les directeurs laboratoires, les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Et ensuite, un questionnaire adressé plutôt aux acteurs privés et aux fondations. Donc voilà, on avait une base de 7 questionnaires différents, mais quand même vraiment avec des questions qui se recoupaient. Hein, c'était le même, la même conduite. Et puis, à la fin, un corpus de questions communes. Sur le traitement des données, donc l'enquête, je disais, a été mise en ligne en juillet 2022 et jusqu'à décembre. Ça nous a permis en fait de recueillir, en fait, en tout cas, de traiter 518 réponses. Et parmi ces 518 répondantes, toutes familles d'acteurs confondus, on a 497 enquêtés qui se reconnaissent véritablement comme acteurs engagés dans des projets art-sciences, et 21 qui sont plutôt s'identifient plutôt comme des partenaires occasionnels de projets art-sciences, ou qui ne le sont pas mais qui sont intéressés pour le devenir. Donc donc voilà, on s'est retrouvé avec un gros volume de données à traiter, et
notre point central, notre objectif, c'était vraiment d'être le plus exact, le plus précis possible dans le traitement de ces données. Idem au niveau de l'analyse ensuite, c'est d'être le plus neutre possible, de coller le plus possible à la réalité des chiffres et de ne pas se laisser tenter pour faire parler les résultats et notre intuition finalement, puisqu'encore une fois, donc, nous étions acteurs de terrain de ce type de projet. Donc pour ce qui est des chiffres et des résultats précis de cette enquête, je vous renvoie au site internet de Trace. Sur la porte, ma dernière slide, vous verrez l'adresse du site, sur lequel vous pouvez consulter à la fois l'ensemble des résultats, une synthèse, mais également une cartographie, qui est une cartographie qui n'est pas exhaustive puisqu'elle correspond à la cartographie des répondants de cette enquête, mais qui donne quand même, même si elle est pas actualisée, elle est figée au temps de cette enquête, une bonne idée des typologies d'acteurs et des dispositifs aussi de soutien, d'enseignement, etc. Donc il y a différentes portes d'entrée, donc je vous inviterai à consulter. Donc, je vais plutôt en fait vous présenter quelques lignes forces en fait de cette enquête et surtout les résultats, les idées forces qu'on a dégagées en fait, l'analyse qu'on a faite de ces résultats. Donc, le premier point, c'est que nous avons demandé à l'ensemble des enquêtés si les projets ArtScience dans lesquels ils étaient engagés avaient suscité une rencontre entre un artiste et un scientifique. Le premier constat, c'est que non, pas nécessairement. Dans un projet ArtScience, il n'y a pas forcément de rencontre humaine entre un artiste et un scientifique. Et donc, à partir de ces constats, de ces données, de ces résultats, on a mis en exergue en fait le fait que ArtScience est derrière ce terme, derrière ce vocable, derrière cette appellation, en fait, il y a une multiplicité de pratiques déjà et de démarches. Vous le disiez un peu, il y a la démarche d'un artiste qui est seul et qui fait d'un sujet scientifique l'objet central en fait de son œuvre, de sa création. Il y a aussi des démarches de artistes-chercheurs ou chercheurs-artistes. Donc ce sont des personnes qui ont cette double casquette et qui sont certains dans des démarches de recherche-création. Et il y a donc effectivement les ArtScience au sens d'une rencontre humaine entre un artiste ou des artistes et un ou des scientifiques sur un temps qui est plus ou moins long et dans lequel en fait on va chercher une fertilisation croisée, j'aime bien une hybridation, une fertilisation croisée. L'un n'est pas au service de l'autre, c'est vraiment une démarche commune qui va ou pas d'ailleurs aboutir à une création artistique, mais pas forcément. Donc voilà, à cette première idée donc de multiplicité des pratiques, donc nous a amené aussi à dégager l'idée que ArtScience, est-ce qu'on doit vraiment parler d'un champ ArtScience? Parce que si on parle d'un champ ArtScience, c'est vraiment circonscrire en fait et enfermer peut-être. Donc peut-être que on peut parler de nébuleuse ArtScience, de constellation ArtScience pour faire un pont avec l'astronomie tout à l'heure. En tout cas, voilà, peut-être que ce terme de champ est à réinterroger. Et donc multiplicité des pratiques et aussi multiplicité des typologies d'acteurs qui sont engagés. Donc le profil de nos répondants sont très multiples. Effectivement, vous avez vu, on a adressé l'enquête à différentes grandes familles. Mais chez les artistes, on a à la fois des artistes indépendants qui répondent majoritairement, mais on a aussi des compagnies, on a aussi des collectifs, on a aussi des personnes qui s'identifient à la fois comme artistes indépendants, mais aussi appartenant à une compagnie. Donc voilà, on a un profil, des profils assez variés. De même chez les acteurs de l'enseignement supérieur et la recherche, et donc je tiens d'ailleurs à noter que ils sont parmi les enquêtés représentent 38% en fait des répondants. Donc c'est cette grande famille qui a le plus répondu à l'enquête. Ce sont majoritairement des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui ont répondu, plutôt que finalement des personnels BIATS de services culture ou vie étudiante ou voilà. Et parmi ces chercheurs et enseignants-chercheurs, ils sont
en 49, près de 50% finalement à ne pas appartenir à une filière artistique. Et ça, c'était intéressant de le noter. Et ensuite, dans cette multiplicité aussi des typologies de structures qui sont engagées dans art et sciences, voilà, c'est ressorti très très fortement. À la fois, voilà, on a effectivement des producteurs, des diffuseurs assez classiques, comme des scènes de spectacles vivants ou des musées, muséums, écomusées, des centres d'art, voilà, qui ont des espaces d'exposition, de monstration, mais voilà, des CSTI. Mais on a aussi tout un tas de structures qu'on a qualifiées d'atypiques, en tout cas, qui sont sur des démarches, des enjeux spécifiques, d'un pôle art et urbanisme, ou alors des collectifs hybrides qui rassemblent des artistes, des scientifiques, des citoyens. On a tout un tas aussi de structures qui sont nomades, qui n'ont pas de lieu finalement, qui n'ont pas d'équipement, pour accueillir finalement des formes artistiques. Donc on est parti de ces résultats, de ces constats de grandes typologies d'acteurs. On les a corroborés aussi à l'expérience de terrain que faisaient remonter les membres de Trace pour pointer en fait deux ignées forces en fait. La capacité des projets art sciences d'une part à relier entre une diversité d'acteurs qui sont complémentaires, et ensuite l'idée de la nécessité qu'il y ait dans ces projets art sciences un interacteur, c'est-à-dire une cheville ouvrière, une personne qui soit vraiment au service du projet, qui soit rattachée ni à l'une ni à l'autre des parties prenantes, mais qui permet tout au long de ce processus et du projet de faire le lien entre tous et de faire en sorte que voilà, le projet soit mené à bien. Voilà, excusez-moi, j'ai un décalage entre mes slides et mon discours. Voilà, donc nous avons aussi ensuite fait le constat de la multiplicité des formes. Oula, il faut que je me dépêche. Des formes qui sont produites. On a effectivement ces projets art sciences des formes artistiques, et là il n'y a aucune forme finalement qui prend le pas l'une sur l'autre. On a du spectacle vivant, mais aussi des arts visuels, du design, des formes hybrides. Et là on voit, voilà, ça laisse transpirer en fait effectivement la porosité des démarches artistiques de plus en plus hybrides, la porosité des disciplines. On a aussi des formes issues de ces collaborations artistes-chercheurs qui sont plutôt des colloques, des séminaires, des articles et des publications scientifiques qui sont parfois co-signés par l'artiste et le chercheur. Donc ici encore, voilà, on a utilisé cette donnée sur la variabilité des formes artistiques avec celle pointant qu'il y a un grand nombre d'acteurs investis dans des projets art sciences sont finalement des structures qui sont pas équipées, qui n'ont pas de scène pour accueillir certains types de formes, qui sont parfois des structures qui n'ont pas de lieu. Et dans ce recoupement, on a déduit dans notre analyse l'existence, en fait, qu'il y avait une certaine inadéquation souvent entre des formes produites, des créations produites, avec les capacités en fait d'accueil des structures qui sont engagées des projets art sciences et qui voudraient bien sans doute accueillir des formes, mais qui n'en ont pas les capacités d'accueil parce que pas d'équipement, etc. Et donc de cette idée, à partir de là aussi, l'idée pointait que par conséquent, en fait, il y a un enjeu sans doute à repenser à la fois les formes et les modes de restitution de ces formes. Donc ensuite, je passe peut-être un peu vite. L'enquête a permis, je vous renvoie donc à la cartographie, encore une fois en ligne, oui, 5 minutes, d'identifier un certain nombre d'événements, de temps forts, portés soit par des établissements d'enseignement supérieur et recherche, des universités qui sont porteuses de festivals arts et sciences vraiment dédiés, d'autres qui sont portés par des acteurs culturels.
Donc voilà, là on a été amené pas mal à compléter les réponses qui nous avaient été données, à rechercher de la documentation pour essayer d'alimenter le mieux possible la cartographie. Je vais passer très vite. Voilà, donc cette enquête a révélé aussi un certain nombre d'écueils. Du point de vue du contexte général, en fait, on a effectivement des lieux de résidence et des espaces de travail qui sont fléchés, mais qui sont somme toute assez limités, avec des temps de résidence artistes et chercheurs qui sont souvent fragmentés. Les budgets sont alloués à ce type de projet sont relativement faibles et les productions qui sont générées sont vraiment peu diffusées. Et donc en fait de ces données-là, donc d'une part en fait on a effectivement mis en évidence la fragilité économique de l'artiste et souvent une disparité dans ces collaborations entre l'artiste et le scientifique. Le scientifique il collabore sur son temps de travail, mais souvent quand il y a des artistes qui sont en résidence dans les laboratoires, il n'y a pas forcément de rémunération qui est prévue pour eux, donc il y a une fragilité là qui est vraiment pointée. On a dégagé 3 enjeux. L'enjeu donc de rééquilibrer ces disparités d'une part, mais aussi de valoriser davantage les créations art-sciences, d'encourager leur programmation et surtout de souligner l'importance en fait d'inscrire l'interaction artiste-chercheur dans la durée pour permettre en fait la porosité des démarches. Et vraiment cette question de la temporalité est vraiment essentielle dans une rencontre artiste et chercheur. Ils ont besoin de temps pour parler, pour partager, pour faire cette fertilisation croisée dont je parlais tout à l'heure. Alors là-dessus, donc par rapport aux chercheurs, les points saillants de cette enquête, c'est que le chercheur, quand il s'engage dans une collaboration avec un artiste, oui, c'est reconnu, c'est soutenu par son institution. Et ça déplace vraiment son regard sur la création d'une part et son regard aussi sur son domaine de recherche. Ça l'amène vraiment à aborder sa recherche souvent de manière différente. Ça, c'est vraiment très significatif en termes de réponse dans cette enquête. Ce qui est pointé aussi, c'est vraiment son manque de disponibilité. Il n'a pas suffisamment de temps pour s'investir, pour partager avec l'artiste et pour s'engager comme il le souhaiterait dans cette démarche de collaboration. Donc ici, voilà les enjeux sans doute un engagement, dans une interaction, de reconnaître davantage en fait par l'institution ce temps de travail dédié, un temps de travail dédié par le chercheur. Et en fait, voilà, il me reste 3-4 minutes sur la médiation. Donc en fait, on avait un volet médiation dans cette enquête qu'on a adressé de manière plus fouillée, et ça c'est une erreur sans doute qu'on a faite, à la fois aux artistes et à la fois à la grande famille des structures culturelles, socioculturelles, etc. Et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, on a limité les questions sur la médiation. Ce qui fait que on n'a pas des résultats très poussés là-dessus. Globalement, en fait, donc là, c'est une question qu'on a posée à l'ensemble des répondants. 61% des répondants indiquent qu'ils participent à des actions de médiation sur des projets art-sciences. Ce sont les artistes qui sont les plus investis sur ces actions de médiation, plus que les acteurs et plus que les scientifiques. C'est une médiation qui est davantage tournée vers les jeunes publics et dans le cadre scolaire et extrascolaire. Les formes de la médiation, finalement, elles sont assez classiques. C'est souvent des visites, des ateliers de pratique, des rencontres avec échanges. On a aussi des termes de bord de scène et aussi des expressions qui sont revenues dans les questions ouvertes de médiation sensible et médiation expérientielle. Donc voilà, ici, les enjeux qu'on a dégagés, c'est vraiment d'impliquer davantage peut-être le scientifique dans l'élaboration même des contenus de médiation et dans les actions de médiation elles-mêmes, de mieux considérer aussi l'artiste qui s'implique beaucoup dans la médiation, mais pour autant qui y passe beaucoup de temps, mais qui n'est pas forcément rémunéré sur l'ensemble du temps passé, mais que sur l'action elle-même de médiation. Et un enjeu aussi d'élargir des publics, d'aller chercher de nouveaux publics, d'être moins focalisé sur les jeunes publics.
Et j'en termine sur les objectifs de la médiation. On avait en dernière partie d'enquête, je vous disais, des questions communes qui ont essayé de mettre en exergue qu'est-ce que les répondants entendent par art science et par les objectifs d'une action de médiation art science. Donc ici, ça a permis de dégager une certaine graduation dans les objectifs que les enquêtés fixent à une action de médiation. Pour près de 80% des répondants, la médiation va servir prioritairement à mettre les publics en capacité d'adopter une attitude réflexive. Donc c'est vraiment là une médiation qui est abordée comme un moteur de citoyenneté, un levier d'émancipation. Ensuite, on a 71% des répondants qui disent que la médiation sert prioritairement à partager au public la complexité d'un sujet, à faciliter sa compréhension. Donc là, c'est plus une visée peut-être éducative et pédagogique. Et pour 54% des répondants, la médiation d'un projet art science sert à vulgariser les contenus artistiques et scientifiques ou à communiquer sur le projet. Donc voilà, on a là très vite dressé des pratiques de médiation qui oscillent entre différentes approches, mais au-delà, et j'en termine, au-delà de ces résultats, en fait, les points de vue qui sont partagés au sein de Trace, c'est l'idée d'abord qu'un projet qui met en interaction un artiste et un scientifique doit appeler ou devrait appeler, dans l'idéal, une médiation spécifique, une relation au public spécifique. Et en cela, en fait, la médiation scientifique se distingue finalement d'une médiation art et sciences. C'est-à-dire que l'idée qu'on défend, c'est vraiment d'envisager la médiation comme déjà partie intégrante du projet, de la penser dès le début du projet, dès sa genèse, et de faire en sorte que les publics puissent à la fois participer tout au long du processus, à la fois à la démarche artistique et à la fois à la démarche scientifique. Et donc ça impliquerait en fait qu'il y ait une tierce personne qui soit là, tout autant en plus de l'artiste et du scientifique, tout au long du processus. Et finalement, dans un esprit vraiment d'émancipation, de capacitation des publics, de faire en sorte qu'il y ait un dialogue, une horizontalité des échanges entre l'artiste et le chercheur, de faire en sorte que finalement le citoyen soit lui aussi en posture de pouvoir apporter aussi des savoirs, des savoir-faire, qui est vraiment comme ça une horizontalité. Mais dans cette, je vais très vite, dans cette acception de la médiation art-science, mais ce mot médiation aussi, il est peut-être à réinterroger parce que c'est finalement une implication des publics tout au long d'un processus et pas sur simplement un objet final en fait comme ça sur lequel on pourra avoir réinteragir les publics. Voilà, excusez-moi, j'ai débordé de 2 minutes. Donc merci beaucoup Nathalie. Alors il y a une mine de données qui est encore à exploiter dans cette étude, parce que la restitution que vous en avez faite, vous n'avez pas pu restituer en fait toutes les données que vous avez exploitées, donc je me permets de le signaler, parce que moi j'ai trouvé non pas des réponses à mes questions, mais j'ai trouvé quand même des données qui me permettaient de questionner autrement Art et Sciences quand tu as eu la gentillesse de me fournir les données. Alors ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est la confirmation d'une forme de primauté de la médiation artistique sur toutes les autres médiations. C'est-à-dire une médiation très orientée autour de la création et prise en charge par les artistes. Donc ça, c'était des observations que j'avais déjà faites. Et si Laurent Chicotenot était avec nous, je lui demanderais de partager avec nous son expérience de directeur de CCSTI, où il essayait d'être cet acteur intermédiaire à Grenoble et où il n'arrivait pas à persuader les artistes qu'il fallait expliquer des choses au public. Il y avait un modèle de la médiation qui est la médiation de l'art contemporain et qui est souvent porteuse de discours eux-mêmes extrêmement complexes et parfois dans lesquels on peut se perdre. Et puis l'autre apport que tu nous proposes, c'est que
finalement, dans ce lien avec les artistes, quand les artistes font la médiation, ils partagent la complexité du projet dans lequel ils sont engagés. Et ça, je le mettrai volontiers en relation avec ce qu'on a dit précédemment dans ce colloque sur l'idée que quand les artistes s'emparent de la science, pas tous, il y a des démarches qui sont très commerciales, disons-le, ou très opportunistes, mais quand il y a un vrai travail intellectuel qui est fait, on voit que le travail de l'artiste est problématisant, quel que soit le type de scientifique avec lequel il travaille. Donc, merci beaucoup, et puis on va avoir l'occasion d'interagir tout à l'heure avec les participants. Et donc, je vais passer le micro à donc Julia Bonacorsi et Camille Jutan, non sans envoyer un petit message amical à Suzanne de Chevenier, qui nous suit en ligne sur YouTube et qui nous envoie ses avis au fur et à mesure sur ce qui se passe. Donc, non, c'est pas du tout stressant, mais ça fait plaisir de savoir que Suzanne de Chevenier est avec nous, même à distance. On pense à toi. Voilà, micro, bien sûr. Merci beaucoup Marie-Christine, merci beaucoup Mickaël pour cette invitation. Alors nous, notre présentation, elle va être un petit peu en décalage avec les présentations précédentes parce que il s'agit plus d'une approche panoramique, large, exploratoire, que une étude spécifique sur un champ en particulier ou un retour d'enquête spécifique. Il s'agit plutôt donc d'une volonté assez exploratoire de regarder ce qui, en sciences de l'information et de la communication, a été dit et écrit sur ces formes culturelles. Alors Marie-Christine, en plus de nous dire que Suzanne de Chevenier nous écoute, nous a dit tout à l'heure, c'est quoi une forme culturelle ? Et je ne sais pas si nous allons pouvoir te répondre, parce que justement, c'est bien ce qui nous tarabuste avec Julia Bonacorsi, la raison pour laquelle on a voulu s'engager dans cette recherche. Elle, d'une part, pour avoir travaillé notamment avec Daniel Jacobi sur ces questions de vulgarisation scientifique depuis un moment. Moi, pour avoir travaillé avec un physicien. On parlait tout à l'heure de la difficulté de faire de la médiation de la physique quantique. Voilà, j'ai travaillé avec un physicien quantique sur justement des enjeux de médiation de la physique quantique. Et donc toutes les deux, on a voulu s'intéresser à ça, c'est-à-dire à quel moment, à quel endroit la vulgarisation scientifique fait culture. Et en regardant justement de près des formes culturelles, comme tu disais Marie-Christine, des formats, des objets culturels. Alors évidemment, tout ce qui vient tout de suite à l'esprit, ce serait de se dire, tiens, on pourrait regarder ce qui a été patrimonialisé, c'est-à-dire des formes de vulgarisation scientifique, par exemple, qui font date, qui sont citées aujourd'hui, voilà. Alors là, très récemment, il y a un texte sur Élisée Reclus qui raconte à quel point ces textes en fait étaient extrêmement littéraires, et donc ce serait un peu un enjeu de légitimation artistique de textes. Lui, il parle de divulgation scientifique dans le texte. Ou voilà, il y a d'autres exemples comme ça de patrimonialisation. Comment la vulgarisation scientifique fait culture. C'est pas ce qu'on fait, et c'est pas ce sur quoi on a cherché à travailler. On n'a pas non plus cherché à définir ce qu'était une forme culturelle de vulgarisation scientifique, en se disant il y aurait ce qui en est et puis ce qui n'en est pas, ce qui est un exercice de toutes les façons généralement très 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 difficile. Et on a plutôt chercher à regarder des choses qui sont très très diverses. C'est des genres culturels institués. Il y a des langages, des esthétiques particulières, des poétiques, mais il y a aussi des dispositifs, des expositions, un festival par exemple, mais aussi des formats, un spectacle, un jeu, une série, ça a été évoqué. Il y a eu plein d'exemples tout au long de la journée, mais c'est aussi des acteurs, justement des configurations, des relations entre artistes, chercheurs. Et donc c'est tout ça qu'on regarde. Et pour juste vous repréciser, Julia et moi, on ne regarde pas ces objets en particulier, on regarde ce qui a été écrit sur ces objets en sciences de l'information et de la communication. Donc on a plutôt cherché à constituer un corpus de textes, je vous en dirai un mot tout à l'heure, pour essayer de voir qu'est-ce qui est dit. Et nous, notre point de vue, il est plutôt un point de vue sémiologique, d'analyse du discours, et d'essayer de comprendre ce jeu de transvasement entre ces genres institués, culturels, ces formats, ces formes, ces acteurs artistiques, culturels, et
les prétentions communicationnelles de la vulgarisation scientifique et leurs effets de sens. C'est un peu l'obsession du sémiologue, hein, c'est d'essayer de comprendre une poétique et l'histoire des formes, mais aussi leur vie sociale. Hein. Et donc du coup, la notion de trivialité, bien sûr, a été évoquée tout à l'heure, la transformation formelle et sociale de ces formes-là. Alors évidemment, c'est pas récent, on n'invente rien. Yves Jeanneret, Baudouin-Jourdan... Daniel Jacobi avait bien observé ce continuum, assez diffus d'ailleurs, hein, entre l'invention de genres spécifiques à la vulgarisation des sciences et puis des emprunts constants à des genres culturels institués dans l'objectif de rendre appétissants les savoirs. C'est un terme qui a aussi été utilisé. Donc, et puis toute l'histoire de la vulgarisation montre la porosité, de très nombreuses porosités entre des langages, des esthétiques, des poétiques, des formats qui sont tour à tour artistiques, sensibles, faisant appel à l'émotion, à l'imaginaire. Pour citer Yves Jeanneret, qui a été mentionné tout à l'heure, hein, écrire la science est une constante invention et création formelle qui aussi établit la valeur sociale et symbolique de certains genres à certains moments par rapport à d'autres. Et évidemment, valeur qui évolue dans le temps. Alors nous, il nous a semblé important de revenir sur ces questions aujourd'hui, un peu à nouveau frais. On n'a pas arrêté, là, dans le cadre des restitutions, d'enquêtes qu'on a entendues, de parler de la prétention de renouvellement des formes. Cette idée qu'il y a un renouvellement des formes, qui est appelé de ses voeux dès qu'on va faire appel, enfin en tout cas faire se rencontrer culture et vulgarisation scientifique. Et donc nous, ça nous a semblé évidemment très intéressant de revenir sur cet enjeu-là, aussi parce qu'il y a un encouragement dans les institutions scientifiques, il y a un encouragement politique, hein, de commandes politiques, de commandes publiques, qui est assez fort aujourd'hui. Ça a aussi, bien sûr, été évoqué à travers ces différents exemples. Et puis, il y a aussi l'évolution d'un marché qui s'est positionné avec des nouveaux entrants, des acteurs qui se mettent sur ces créneaux, hein, et qui invitent à l'expérimentation, l'innovation et le renouvellement des formats et des formes. Voilà. Alors autrement dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr de comprendre ce que font les genres, les acteurs culturels à la trivialité des savoirs scientifiques et de la science. Et donc dans cette enquête exploratoire, je le répète parce qu'on commence juste avec Julie à travailler là-dessus, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a commencé à constituer une sorte de corpus de textes en infocom qui se caractérise déjà, elle, par sa variété. Il y a des textes un peu anciens qui font un peu date parce qu'ils ont été les premiers à s'intéresser, par exemple, à la question de la bande dessinée dans la vulgarisation scientifique, d'autres qui sont des textes qui font un peu date parce qu'ils font l'objet de rencontres depuis des années entre des chercheurs sur ces questions. Enfin voilà. Donc voilà un petit aperçu, c'est évidemment pas du tout exhaustif, mais vous voyez un petit aperçu ici de la bibliographie qu'on a mobilisée. Et puis surtout, ce qu'on voulait aussi dire en réponse à la question que posait Marie-Christine, c'est qu'on n'a pas du tout voulu fermer la démarche sur un type de texte, sur un type d'objet ou un type d'approche, mais plutôt, vous voyez, sur des objets très différents. Là, la BD, on parle évidemment beaucoup de la BD. Vous reconnaissez Tu mourras moins bête, Marion Montaigne, la voix merveilleuse de Morel. François Morel. Et puis, vous voyez ici cette initiative autour de la BD Science en bulle qui est promue donc, dans le cadre de la Fête de la Science. Mais c'est aussi des éditions très intéressantes de voir comment se positionnent des éditeurs aujourd'hui et des textes qui sont... alors, vous voyez la Hulotte d'un côté, puis de l'autre côté, vous voyez, formellement, c'est intéressant aussi comment ça résonne avec Habiter en oiseau de Vinciane Després, les éditions, là c'est Actes Sud, mais Wild Project aussi, qui s'est positionné sur ce créneau-là, où on trouve des textes qui sont à cheval entre la dimension très littéraire, mais aussi voilà, une vocation à transmettre et à vulgariser des enjeux scientifiques autour de l'écologie. Mais c'est aussi la série Tchernobyl, par exemple, mais c'est aussi, là vous voyez en haut, une capture d'écran d'un dispositif qui s'appelle Ars CERN, qui est donc un dispositif de mise en exposition d'œuvres d'art contemporain au CERN, à Genève,
élèves et qui régulièrement a une programmation d'exposition qui est le fruit de collaboration entre des artistes. Mais voilà, là vous avez 2 autres spectacles, les conférences de Frédéric Ferrer qui sont délicieuses. Frédéric Ferrer étant dramaturge, géographe, et puis en dessous, pour évidemment faire honneur à l'Hexagone et à cette première scène art-science, cette pièce Melt qui est le fruit d'un dialogue entre un glaciologue et puis des créateurs sonores. Voilà. Là, l'idée, c'était juste de vous montrer un peu la diversité des objets, surtout pour ne pas figer ce que pourrait être une forme culturelle. Alors, ce qu'on va vous présenter, nous, on a deux propositions à vous faire. La première, c'est de se concentrer sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, quelles sont les prétentions communicationnelles de ces formes. Et comment cette première revue de littérature qu'on fait en sciences de l'information et de la communication nous met sur la voie de ces prétentions communicationnelles. Et on en a retenu 2 qui nous semblent intéressantes parce que ce sont deux questions de frontières, de volonté de redéfinir des frontières, d'une part entre fiction et vulgarisation, et puis d'autre part entre art et science. Et puis le deuxième enjeu, je passerai la parole à Julia, qui est une piste d'analyse sur laquelle on veut travailler, qui est plutôt comment est-ce qu'on peut, grâce à ce travail, porter un regard sémiologique sur les figures octoriales qui sont construites et la stylisation de la diffusion scientifique qui en découle. Et mes slides s'arrêtent là, puisque ensuite on n'aura plus qu'une slide pour la conclusion. Alors, donc, premier volet, les textes qui sont consacrés donc, à ces objets hybrides, à ces objets culturels. Alors, ils font état de situations très diverses, très différentes, on l'a dit. Ils sont liés à des objectifs très différents, d'expérimentation, d'innovation, etc. etc. Mais on voit qu'il y a 2 frontières qui sont discutées, qui sont par la grande majorité des textes, qui sont discutées, remises en cause, débattues. La première, c'est celle qui oppose fiction et discours scientifique, donc démonstration didactique et récit imaginaire. Et la deuxième, c'est plus qui opposerait science et art. Alors sur la première frontière, la frontière entre didactique et imaginaire, on voit qu'il y a... il y a 3 rôles différents que justement la fiction pourrait remplir par rapport à la science et qui viendraient atténuer justement une frontière stricte entre fiction et discours de science. Le premier rôle que pourrait remplir la fiction, c'est plutôt un rôle de documentation de la science. La fiction qui raconte la science, alors c'est les récits justement des mathématiciennes, c'est ces textes-là, eh bien elles ont d'abord la fonction de garder une trace, de témoigner, de dire ce qu'est la science comme activité sociale, de raconter, de garder une archive. Mais alors elles ont, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi de saisir quelles sont les normes culturelles et sociales qui instruisent les représentations de la science. Et il y a un texte notamment très intéressant de ce point de vue-là, c'est le texte d'Alamel Raffin et Gangloff sur le savant dans la bande dessinée comme personnage contraint et l'évolution en fait de ce personnage qui n'est pas le même personnage et qui n'incarne pas la même figure sociale en fonction de l'histoire. La deuxième fonction que remplit la fiction par rapport à la science, et encore une fois qui vient atténuer une frontière stricte entre fiction et discours scientifique, c'est que la fiction, elle pourrait complètement renforcer les savoirs scientifiques. Elle contribuerait même à les rendre complètement présents. Alors ça a été très discuté ce matin, Laurent Chicoineau disait ça permet de se projeter dans le futur, on a parlé aussi de la capacité à faire ressentir, par la fiction on pourrait ressentir des choses que le discours scientifique ne permettrait pas de ressentir, et je pense aussi au travail que Émilie Flon par exemple avait fait sur le travail des mises en scène scientifiques de l'archéologie, en disant qu'elle faisait l'hypothèse que la fiction comme illusion d'une présence du passé pouvait complètement servir l'accès au passé et pouvait renforcer d'autres médiations plus classiques et plus scientifiques. Donc il y a cette idée, cette deuxième fonction qui c'est vraiment celle d'un renfort par le prisme de l'émotion ou la complémentarité. Troisième fonction, ce serait une fonction qui serait plus
liée à la place que les publics occupent dans cette relation à ces objets. Et là, la fiction, c'est plus comme contrat de communication entre lecteur et énonciateur. Elle active un certain espace d'interprétation pour ses lecteurs. Elle est plus compréhensible. Alors c'est marrant, il y a des textes d'ailleurs qui disent mais la fiction littéraire, elle permettrait, si elle était plus utilisée par les scientifiques, de mieux écrire et de savoir mieux écrire et d'écrire dans un style plus compréhensible. Mais voilà. La fiction, c'est aussi, la fiction, c'est un jeu partagé, c'est-à-dire que ça suppose une forme de participation avec son lecteur, qui suspend son incrédulité, mais qui déploie des efforts de compréhension, qui s'engage, et voilà. Je passe à la deuxième frontière, la frontière entre art-science. Et là, on a eu plein d'exemples, encore une fois, là, dans les deux précédentes interventions. Il y a 3 effets de sens qui sont, là aussi, produits par les objets artistiques qui sont liés à la science. Alors, le premier, c'est justement, le premier effet, c'est mettre en faux l'opposition stricte, encore une fois, entre art-science et montrer plutôt l'interdépendance entre le geste scientifique, le geste artistique, l'imaginaire scientifique, l'imaginaire artistique. C'est tout le travail de Maria Giulia Dondero, qui, avec ce texte qui dit « voir en art, voir en science », qui dit qu'il y a vraiment une sorte d'interdépendance entre l'image artistique et l'image scientifique, et qu'on ne sait plus dire laquelle, en fait, rend plus compréhensible un phénomène. C'est aussi le dernier numéro de l'Observatoire des politiques culturelles qui montre à quel point, en fait, l'opposition, par exemple, nature-culture, qui a été prise en charge par des scientifiques, elle était avant ça prise en charge par tout un imaginaire artistique, par des référents culturels qui posaient ce cadre d'interprétation du monde. Le deuxième effet de cette relation art-science, c'est plutôt la promesse contestataire que l'art et la culture permettraient de remettre en cause la science, permettraient de questionner son rôle en société. Donc là, c'est tout ce qu'on évoque sur l'esprit critique, sur le fait que l'art, plus que le discours scientifique, pourrait permettre de questionner les retombées sociales de la science, pourrait permettre d'être plus émancipé. Là, il y a des textes passionnants qui racontent ça par le biais de la relation entre chercheurs et artistes. Ça a été dit tout à l'heure par notre collègue sur le réseau Trace, où on revisite la place de l'artiste, la place du scientifique, on interroge des ethos et pour se demander quelles sont la place de ces individus en société. Et c'est aussi c'est aussi intéressant parce que ça met en place et ça interroge sur des espaces de réception spécifiques, par exemple, discuter de problématiques sur le climat ou de problématiques scientifiques dans le cadre d'une pratique culturelle, d'un spectacle ou d'une série, ça met pas du tout dans des mêmes dispositions interprétatives et ça nous met pas du tout dans un même rapport, en fait, pour pouvoir discuter et débattre de ces enjeux-là. Le troisième et dernier enjeu, c'est c'est peut-être un enjeu moins contestataire de cette relation art-science que la dimension réflexive. Et ça, c'est ce sur quoi moi j'ai travaillé avec Julien Bobroff sur les médiations de la physique quantique, qui montrait que ce rapprochement à science, et dans notre cas c'était un rapprochement design et science, pouvait avoir une fonction un peu d'intertextualité, c'est-à-dire de citer l'histoire des formes de la communication scientifique et d'interroger leur place en société, l'analogie, le recours à l'infraordinaire, par exemple, pour communiquer sur la science, etc. Et ça, c'était intéressant parce que c'est vraiment la dimension communicationnelle de l'art ou de la science, sa capacité à explorer les formes de circulation de la science qui est en jeu à cet endroit-là. Et sans plus tarder, je passe la parole à Julia. Merci beaucoup. Alors, j'ai un petit temps, donc notre collaboration va peut-être s'arrêter après cette séance. Bien, alors peut-être il a été question à plusieurs reprises là, de porosité, et ce qu'évoquait Camille à l'instant, c'est aussi finalement une façon d'envisager cette porosité des disciplines, enfin des acteurs. Et en fait, dans le travail de lecture et des textes de cet état de l'art qu'on a fait, il y a peut-être une grille de lecture
qui nous semble intéressante pour aborder autrement les choses que dans l'hybridation ou la porosité. C'était de redonner, de regarder avec intérêt la place de l'auteur, en fait, et de l'autorialité qui nous semble, et ça c'est une hypothèse qu'il faudrait travailler, qui nous semble être plutôt finalement croissante. À première vue, on pourrait se dire que le discours de vulgarisation, il se compose un petit peu de deux principales figures ou places données à la fonction auteur. D'une part, un certain effacement, finalement, le médiateur, c'est le troisième homme, enfin c'est celui ou la médiatrice qui va s'effacer. C'est ce qu'on a dans la communication des institutions de recherche. En tout cas, l'autorité, elle est portée par l'institution, mais pas forcément en donnant une place à l'auteur très importante. Et puis, d'un autre côté, ce qu'on a souvent, c'est une exacerbation, au contraire, d'un ethos auctorial dans des productions de chercheurs stars. Donc, je ne sais pas, Stephen Hawking, c'est certains de ses ouvrages, pour vous donner rapidement un exemple, mais aussi, et de plus en plus, de médiateurs médiatiques, comme certains contenus de créateurs de contenu sur YouTube. Alors, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'en regardant de plus près ce paysage, qui serait d'un côté, il y a un effacement, et puis de l'autre, au contraire, une exacerbation, il est quand même assez il apparaît moins binaire. Alors, je crois qu'on a eu des cas aussi dans ce qui a pu être cité par Sébastien Lemerle tout à l'heure. Mais par exemple, quand on regarde le contexte actuel de cette fameuse politique publique de sciences avec et pour la société, les médailles du CNRS en médiation scientifique, qui sont attribuées depuis 2022, je pense, reconnaissent l'œuvre de vulgarisation d'un individu. Ça peut être aussi un collectif. Par exemple, l'association Math and Jeans a obtenu cette médaille en 2023. En tout cas, un auteur qui peut être individuel ou collectif, mais qui est validé par sa capacité à réunir un public, un lectorat et une audience. C'était un des critères, en tout cas. Autrement dit, on voit apparaître aussi une affirmation par une institution publique de cette fonction auteur, c'est-à-dire d'une place de plus en plus centrale de l'autorialité dans le discours de vulgarisation. Évidemment, l'enjeu d'injonction, d'innovation, de création, de la diversification des dispositifs et des supports peut conduire aussi à ce renforcement, c'est-à-dire là, quand il est question, par exemple, d'œuvres art-sciences, de produits art-sciences, se pose aussi la question presque juridique de ces biens culturels, de leur circulation, de leur coproduction et ensuite de leur présentation dans différents espaces. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais, dans le temps des 4 minutes et demie que j'ai, peut-être évoquer trois de ces fonctions auteurs trois cas de figure qui sont pas du tout figés, je tiens bien à le dire, mais qui activent des formes de construction de l'autorité et de l'autorialité qui sont différentes. Alors, la première, c'est celle du chercheur ou de la chercheuse, médiateur, médiatrice, sans doute peut-être parfois la plus évidente, à celle à laquelle on pense en premier. On a parlé de Julien Bobroff tout à l'heure, mais aussi la plus complexe. Donc, la plus évidente, dans ce cas, le ou la scientifique va jouer un rôle de porte-parole des savoirs scientifiques, il est représentant. Ça passe par une incarnation qui est aussi sensible. Alors, ça peut être la voix, le corps, les manières d'écrire, la langue. Et puis aussi la conscience qu'il a, réflexive, qu'il participe lui-même à une exposition, puisqu'il va incarner d'un persona du chercheur ou de la chercheuse. Donc dans ces cas-là, on a une réunion parfaite entre l'énonciateur du discours et puis l'auteur réel qui a produit lui-même d'ailleurs les savoirs, et il ne joue apparemment, en apparence, pas d'autre rôle que le sien, même s'il le fait dans le langage de la vulgarisation. Alors c'est là qu'on a, dans cette première fonction, une conscience aussi, souvent qui va pouvoir s'affirmer, d'une responsabilité sociopolitique. Alors, à un premier degré, celle simplement de faire acte de vulgarisation, de contribuer à l'émancipation citoyenne par la culturation scientifique, pour dire vite les choses. Et puis, à un degré beaucoup plus important, celui du chercheur engagé, qui va défendre aussi une vision du monde qui peut être, d'une certaine manière, militante.
Et donc là, effectivement, on observe, et alors, à la fois dans l'état de l'art et puis dans les prospections qu'on a fait sur notamment un certain nombre du domaine d'éléments du livre de vulgarisation, les collections qu'évoquait Camille tout à l'heure, une poétique spécifique qui fait de la mise en scène de soi un des ressorts énonciatifs, ce qui permet aussi d'attribuer une certaine valeur d'authenticité au savoir. Le chercheur ou la chercheuse a touché les savoirs, il a vu l'invu, la physique cantine, il a eu froid, il a pisté les loups, etc. Enfin, toute une voilà des éléments qui sont très spécifiques à ce type de discours de vulgarisation, et qui vont jusqu'à une figure qu'avait déjà soulevé Dominique Cartelier au début des années 2000, quand elle avait travaillé sur les livres de vulgarisation. Donc, elle parlait du scientifique écrivain dans ses analyses. Donc, un chercheur-auteur qui va revendiquer aussi la création d'une sémiotique complexe, dont le moteur est la culture scientifique. Elisabeth Kertész-Vial, qui parlait de certains textes de Primo Levi, disait qu'il y avait quelque chose d'un lyrisme codé par la science. Donc ça, ce serait une première figure. Une deuxième, qui apparaît aussi dans l'état de l'art et puis dans les différents corpus qu'on a un petit peu explorés, c'est plutôt celle du vulgarisateur ou créateur. Typiquement, à l'instant, Camille évoquait la personne de Marion Montaigne, par exemple. Donc je prendrai juste ce cas-là. On sait que l'édition de la bande dessinée au service de la médiation scientifique est particulièrement florissante. Elle est bien soutenue aujourd'hui aussi. On parlait de marché tout à l'heure, par les institutions de recherche qui coopèrent, qui mobilisent largement ces dessinateurs et ces collectifs. Il faut que je m'arrête, non ? Voilà. Et donc dans le cas, dans ce foisonnement, effectivement, émergent des vulgarisateurs créateurs qui vont se construire un nom en quelque sorte en tant qu'auteurs. Et on voit dans les textes, alors c'est une des analyses de Pascal Robert par exemple sur les travaux de Marion Montaigne, qui montre comment aussi la fonction auteur va résider aussi dans le geste d'exposition, de mise en discours du travail de vulgarisateur, qui fournit des gages de confiance, en rattachant aussi les savoirs à des sources actualisées, actualisables, et qui va incarner l'acte de vulgarisation lui-même à travers le trait du dessin ou des récits qu'il réalise. Et puis la dernière figure, là elle est assez différente, elle est plus collective peut-être. On en a parlé ce matin, c'était au sujet de la Cité des Sciences et des CCSTI. C'est celui d'une figure doctorialité qui relève un peu de l'institution marque. C'est des choses qui se retrouvent, alors par exemple dans la recherche de doctorale de Maxime Entremont sur le musée des Confluences, qui en étudiant les principes de conception de la médiation, interprète les constances éditoriales, sémiotiques, comme une signature aussi puissante, censée conforter le projet culturel, scientifique de l'institution. Et finalement, ça amène aussi à regarder dans le discours muséal cette place de la fonction auteur qui va au-delà du tournant communicationnel qui serait pour le musée ou pour la structure d'une question d'identité de marque. Elle va contribuer à affirmer aussi le rôle sociopolitique du musée, du CCSTI, de la Cité des Sciences, etc., dans l'espace public, et la manière dont il porte et construit un point de vue sur le patrimoine scientifique. Donc, par exemple, le cas d'expositions itinérantes, finalement, presque à vendre, sont une façon d'aller regarder cette signature ou cette installation d'une fonction auteur du côté plutôt des acteurs collectifs ou des institutions qui participent aussi à construire une expertise dans la mise en forme des savoirs et puis effectivement faire quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'une forme culturelle. Voilà, alors pour résumer, et je dirais que sur cette dernière, de ce deuxième volet, on peut finalement se dire que considérer que les objets culturels qui parlent de science témoignent d'un côté d'une permanence de la figure autoriale, parler de science construit
aussi une légitimité auctoriale en soi. Et puis d'un autre côté, on observe aussi une place nouvelle et croissante, donc ça on aimerait pouvoir travailler là-dessus, de cette fonction auteur dans l'énonciation, où il faut viser l'originalité. On en a parlé à plusieurs reprises quand il est question de recherche en matière d'innovation et d'expérimentation. Il faut viser l'originalité pour se distinguer aussi, ce qui est propre au champ culturel et artistique, mais qu'on va retrouver ainsi aussi du côté plutôt des acteurs de la médiation des sciences. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je propose qu'on puisse discuter ensuite. Bon, je peux conclure. Bon. Bien, alors, on y va pour la conclusion. Voilà. Oui, on a une slide, je ne sais pas si elle est magnifique, mais... oui, voilà. Alors, donc dans ces deux volets, en fait, ce qui nous amène à poser aussi, c'est effectivement l'intérêt d'aller démêler un peu ces éléments à partir d'une approche qui est plutôt voilà, sémio-discursive, on pourrait dire. Et puis de travailler un peu plus finement aussi justement les conceptions du projet vulgarisateur qui vont y être mobilisées, soit le contournement de la défiance vis-à-vis des savoirs scientifiques, on va faire autrement, on va innover pour justement contourner cette défiance envisagée. Et puis l'autre conception, elle est habitée aussi par l'invitation à situer les savoirs, à se rendre attentif. On a parlé de Donna Haraway ce matin, je crois que c'est Philippe qui l'évoquait, à ces conditions de production au risque de ne plus être en capacité parfois d'ailleurs de dire quelque chose du monde et de le rendre partageable. Alors ce tournant sensible, là on a mis ici une citation et une perspective qui permet d'ouvrir aussi une perspective sur peut-être une autre manière ensuite de poursuivre le travail. Mais je pense que Sébastien Lemerle, tout à l'heure, vous avez soulevé aussi cette question d'aller voir du côté des chercheurs eux-mêmes, des scientifiques eux-mêmes, du discours réflexif qu'ils portent justement sur ces objets, sur ces collaborations, sur les principes de mise en valeur. Ici, voilà, on a une déclaration de Vinciane Després dans un entretien qui nous dit bien c'est fabuleux les bouquins. Et voyez, on retrouve cette opposition. Là, c'est pas ne pas être un prof, mais c'est ne pas être tout à fait un scientifique qui écrit des conférences, des articles ennuyeux qui ne sont jamais lus. Son travail d'écriture, c'est d'insuffler de l'humour, de la vitalité, de pouvoir expliquer la théorie la plus chiantissime du monde en trouvant une prise pour que ce ne soit pas trop compliqué, pour trouver un trajet où l'on continue à s'amuser. Voilà, donc ça nous semblait boucler aussi avec ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, et sur cette tension entre mieux transmettre et puis en même temps, effectivement, la façon dont la valeur et le statut culturel de ces productions, de ces représentations, de ces manières d'écrire, dans le cas de Vinciane Després, mérite d'être interrogé du point de vue aussi du monde social de la science, des essayistes, de ce qui vaut ou pas de leur point de vue, et puis de la manière dont ils le défendent eux-mêmes. Merci beaucoup. Bien, et on peut dire que ce que vous apportez là comme étape de travail, ça complète très bien la séance de notre séminaire de cette année, là où on avait invité Jean-Paul Formentreau et Pierre Morelli. Sébastien Lemerle était venu également, et donc c'était autour des 3 articles qu'on avait écrits dans Question de com sur les médiations art et sciences. Alors, je vous rassure, et je me rassure moi-même, on n'est pas très très loin sur la notion de forme culturelle. Moi, je la proposerai avec une dimension peut-être plus anthropologique, c'est-à-dire l'idée d'un format, d'un dispositif ou d'une forme très très concrète et qui est perçue de manière assez immédiate par les publics, où les publics savent ce qu'ils ont à faire.
Tu vois, je rajoute le versant public à votre définition de la forme culturelle. Et pour le dire autrement, un festival est une forme culturelle. Que vous alliez ou pas à un festival, vous savez ce que c'est qu'un festival. Un lieu ramassé, un temps ramassé, des types de relations avec des artistes ou des scientifiques, etc. Vous allez pouvoir les croiser, prendre un café avec eux, ce qu'on peut jamais faire dans une programmation culturelle habituelle. Un salon, c'est une forme culturelle. Une exposition, c'est une forme culturelle. Elle est immédiatement reconnaissable en tant que telle. Il y a un contrat de communication. Un diorama, c'est une forme culturelle. Un cabinet de curiosité, c'est une forme culturelle qui nous vient de très très loin et qui est encore là et qui ne cesse dans une forme de trivialité dont on a beaucoup parlé cet après-midi, mais qui ne cesse de se déplacer. Alors dans la science, dans l'art contemporain, dans la médiation scientifique, on trouve des cabinets de curiosité, etc. Donc moi, j'ai plutôt une approche un peu anthropologique où je mets la question de la reconnaissance par les publics et par le fait que le public sait ce qu'il a à y faire et que donc quelque part il y a le contrat de communication. Mais bon, finalement c'est assez c'est assez raccord. Hein. Et donc je ne vais pas prendre la place justement en parlant de public des collègues qui sont là et qui ont sûrement envie de réagir ou de vous questionner sur vos 3 interventions. Donc, si Margot ou Julie veulent bien venir faire un passe-micro, on a un petit moment pour échanger ensemble avant le pot final de cette journée qui a été très dense. Donc, je te passe mon micro. Oui, moi, ça serait plutôt une question pour Camille et Julien. À propos des formes culturelles, enfin, sur l'originalité de la médiation art et sciences, moi je pensais à des choses comme les jeux, comme les escape games, qui ont été très à la mode dans tous les festivals de sciences pendant 3 ans. Et du coup, j'avais du mal à resituer ces formes-là avec ce que vous racontez sur l'autorité, enfin l'authorship. Parce que du coup, pour moi, c'est des objets qui sont du coup qui ne s'inscrivent pas dans cette mouvance. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Oui, alors moi, ce que ça m'évoque, parce que vous avez raison, en fait, l'idée, c'est pas non plus de dire que la fonction auteur, enfin, disons, elle est partout, mais je pense qu'elle permet de travailler aussi sur cette tension entre des formes un peu industrialisées ou qui sont complètement importées, d'autres univers, hein, ceux du jeu en particulier, et puis des endroits finalement où on voit donc c'est dans l'analyse en fait des objets où on la voit émerger comme étant allant au-delà finalement du média, parce que l'escape game en fait c'est comme le principe d'un dispositif médiatisant dans lequel en fait on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, avec aussi parfois une dimension un peu déceptive entre la promesse de l'escape game ultra technologique tel qu'il peut être proposé en service aux entreprises, enfin dans le secteur privé, et puis des formes qui sont plus artisanales, plus bricolées dans des cas de fête de la science. Donc je pense que c'est, enfin pour moi c'est voilà, il n'y a pas de contradiction. Là on est plutôt du côté en fait du standard média qui va être et donc, ce que vous ouvrez, pour moi, en fait, c'est peut-être une autre dimension, mais qui permet de travailler cette tension entre une montée en puissance de la fonction auteur sur certains types de formes culturelles, et puis de l'autre côté, des formes beaucoup plus standards qui sont réappropriables et qui vont à certains moments arriver, disparaître, etc. Ouais, moi, je veux bien juste rajouter quelque chose, parce que je pense qu'il y a même eu un moment où il y avait des escape games qui étaient signés
par des concepteurs, des éditeurs de jeux, et donc on retrouve un peu cette dimension, et comme tu dis, sur la question de la marque, et aussi de ces entrants qui ont proposé des objets qui étaient presque des standards, mais qui étaient liés à des économies. Ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que par rapport à ce que je disais, l'escape game, c'est typiquement un dispositif où on propose des formes de scénarisation hyper fortes, et donc du coup, on a recours à la fiction, à la fois pour renforcer des savoirs, parce que ça permet de mettre les gens, et de façon corporelle, voilà, dans des acquisitions de compétences, de connaissances sur des sujets. Et puis ça participe aussi de ce tournant participatif où on met les gens à contribution dans l'élaboration des savoirs, et en mobilisant des savoirs, comprendre des choses. Pour le pire et pour le meilleur, parce qu'il y a eu des cas d'escape game qui étaient, pour le coup, un peu des contre-exemples, on va dire, et il y a eu des cas aussi, je pense, de formes qui étaient très intéressantes dans la façon dont on mobilisait les gens par la fiction. J'avais 2 questions. La première, je l'adresse à Sébastien. Dans le cadre de vos recherches, donc tout à l'heure, j'avais entendu parler du positionnement des médiateurs qui se positionnaient à l'opposition du milieu scolaire. Est-ce que dans le cadre de votre activité de recherche, vous avez eu l'occasion d'explorer justement les contradictions? Alors là, je reviens à la question temporelle, où le temps de l'école s'invite dans les dispositifs de médiation scientifique. Quel est le positionnement des médiatrices et des médiateurs? Et puis l'autre question concerne un peu tout le monde, concernant l'hybridation, qui, pour moi, a une valence dans le milieu universitaire qui est assez souvent associée, enfin, qui a une valence assez souvent positive. Donc, l'hybridation, ce serait un élargissement. Dans un article, dans un chapitre d'ailleurs qui fait partie de notre corpus au Théâtre des Sciences, moi j'ai évoqué la possibilité d'envisager ça plutôt comme un empilement. Donc si ce choix, si ce terme est choisi, c'est que l'empilement, il y a une certaine forme de pression. Donc, moi, ma question, c'est, l'art science est censé être vendu comme une opportunité d'ouverture. Est-ce qu'il y a des recherches qui envisagent au contraire la possibilité que ce croisement des médiations, avec au final des médiations de médiation, enfin, je sais pas, l'art est une forme de médiation. Alors ensuite, on ajoute la médiation artistique comme étant un discours sur la médiation. Je sais pas si j'arrive à être clair. Enfin, au final, il y a cet empilement. Et moi, je pense toujours au public, et surtout au non-public. Donc, je ne sais pas si mon idée était assez claire par rapport à ça. Voilà. Sur le rapport avec le milieu scolaire, il y avait dans une diapo, c'était un peu évoqué, il y avait une des médiatrices du Palais qui en parlait. C'était mais c'était pas central dans les autres discussions que j'ai eues. Et puis, ce n'était pas non plus mon objet, mais en fait, j'ai cru remarquer qu'il y avait à la fois l'ambition de montrer que les sciences étaient intéressantes sans le contexte pénible de l'institution scolaire, avec une vision assez sombre de ça. Et paradoxalement, c'était aussi leur montrer qu'on pouvait faire des sciences de façon intéressante pour éventuellement leur donner envie aux enfants, aux élèves, d'aller plus loin. Donc, en fait, c'était ne pas être prof, mais en fait, faire prof en faisant mieux que les profs. Il y avait un truc comme ça. Avec derrière quand même l'idée qu'il y avait l'épée de Damoclès de l'évaluation qui n'existait pas, quoi. Voilà, c'est les 2 idées qui m'ont frappé, quoi. Mais c'était pas non plus un discours très construit. C'était pas l'objet de nos discussions, en fait. Non, juste votre remarque sur l'hybridation me fait juste penser à cette philosophe Gabrielle Alpern qui a écrit l'éloge de l'hybridation et qui utilise la figure du centaure, c'est-à-dire que l'hybridation, c'est des alliances improbables finalement, et entre artistes, scientifiques, c'est une alliance qui peut paraître improbable, et pour autant, justement, tout à l'heure, j'utilisais fertilisation croisée, qui permet d'apporter des multiplicités de points de vue, de regards, de croiser des démarches, et de finalement, effectivement, d'amener peut-être de générer d'autres imaginaires, quoi. Et c'est l'idée que dans l'hybridation, c'est pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3 finalement.
Je rebondis sur l'hybridation parce qu'il y a eu un gros colloque sur l'hybridation interdisciplinaire, STS, SHS à Grenoble, il y a quelques années. Et on voit que les fondements de concept d'hybridation en sciences sociales sont parfois un petit peu flous. Et moi, personnellement, j'ai utilisé en fait l'hybridation au sens des sciences du vivant, c'est-à-dire à un moment donné, quand quelque chose a été mêlé, ça devient indémêlable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais ça correspond à un discours des acteurs sur ce qu'ils produisent. Mais quand on regarde ce qui se passe en coulisses, c'est démêlable. Et quand on lit Fourmentreau, et quand il parle des scènes d'exposition, en disant qu'est-ce qui se passe en coulisses, les artistes, est-ce qu'ils le valorisent dans leur CV, les scientifiques, est-ce qu'ils le mettent dans leur CV, on voit que les CV sont à géométrie complètement variable, suivant les endroits où ils sont envoyés. Les signatures des articles sont extrêmement variables. Donc d'un côté, il y a un objet qui indéniablement est hybride, mais en coulisses, par derrière, ça détricote d'une certaine façon, c'est-à-dire que chacun va retrouver ses logiques propres derrière un objet qui, lui, effectivement, il est hybride. On ne peut pas séparer ce qui vient de la science et ce qui vient de l'art. Je réagis à ce que dit Marie-Christine, parce que ce qu'on voit aussi quand même un peu dans les textes, c'est que le modèle du déficit est quand même évidemment prégnant. Tout à l'heure, vous parliez du quand même. Le mais quand même, voilà, quand même, quand même. C'est indémêlable, enfin quand même. Et ce que vient de dire Marie-Christine, c'est très juste. Et j'ai plein d'exemples en tête où, évidemment, ces formes sociales, elles continuent à circuler dans d'autres espaces. Et dans d'autres espaces, les gens sont rattrapés par des agendas politiques stratégiques où il faut publier, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut gagner de l'argent. Enfin voilà, et ce sont les contraintes ne sont pas les mêmes pour ces acteurs qui, plus ils sont divers, plus ils vont se retrouver dans des systèmes de contraintes diverses et variées. Et même paradoxalement, ce qu'on voit, et là quand on a évoqué le haut potentiel symbolique de la médiation artistique, par exemple, par rapport à la science, ces objets dont on parle, ils auraient même pour fonction d'autonomiser encore plus le champ artistique ou le champ scientifique, en fait. Si Laurent Chicoineau était encore avec nous, donc il raconterait en fait la lutte, une vraie lutte sur la médiation, avec des modèles très différents entre l'art contemporain, par exemple, et la science. C'est-à-dire que ce sont les artistes qui, généralement, s'opposent à ce qu'il y ait des discours de médiation, des petits films explicatifs, etc. Et ça m'a amusé de voir dans le diaporama de Laurent l'affiche de l'exposition faite par Ézéchiel, les mécaniques poétiques, puisque dans un article que j'ai publié où j'ai interrogé Laurent, il raconte que c'est l'exposition de la casemate qui a été la plus vandalisée. Pourquoi ? Parce que les artistes voulaient garder le mystère. Et en fait, c'est la raison des artistes qui l'a emporté sur la raison des scientifiques, qui avaient envie d'expliquer pourquoi c'était extraordinaire, les technologies qui étaient dans ces objets anciens, dans une ambiance assez jules vernienne. Et ce sont les artistes qui disaient mais non, il faut laisser le mystère opérer. Résultat, ça a été vandalisé très régulièrement parce que les gens ont essayé de regarder à l'intérieur comment ça marchait. Et donc il y avait un projet de médiation qui était assez discordant avec le besoin de savoir des publics, mais besoin de savoir qui est souvent méprisé par les institutions culturelles et parfois même par les institutions de culture scientifique, disons-le. Je me permets juste de réagir, parce que là, ce que tu soulèves aussi, c'est qu'on a deux mondes très élitistes, en fait, et très on présuppose qu'en les hybridant, en fait, on produirait des choses plus accessibles. Et donc, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que les publics, au contraire, sachent toujours ce qu'ils ont à faire. Et que, oui, voilà, que la question est sans doute là, le nœud est là aussi. C'est que, voilà. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a une perturbation par rapport à la forme culturelle. Quand vous avez une statue de la Vierge, elle doit produire un son, mais on ne vous explique pas comment.
Et on ne vous explique pas pourquoi. Ben, en fait, beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, ont fini par abandonner en disant, bon, par hasard, j'ai déclenché quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je suis arrivée au bout de ce que ça pouvait produire. Et donc, du coup, il y a une perturbation qui fait que certains se sont accrochés et d'autres pas, et quelques-uns ont, avec un petit couteau, essayé d'ouvrir derrière pour savoir quelle technologie pouvait bien se cacher derrière. Non, je crois que c'est... Je pensais aux actes de vandalisation à la casemate, et moi ça m'a fait penser tout de suite au travail d'Urbas sur justement les œuvres d'art dans une structure de type CCSTI. Et Boris avait interviewé certains visiteurs qui étaient très perturbés en fait par la présence de ces créations artistiques dans un centre de sciences, puisque ça allait à l'encontre en fait de la visite familiale d'un centre de sciences. C'est-à-dire, un centre de sciences, normalement, c'est on est là, on regarde, on observe, on touche. Et là, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose. On casse le contrat, c'est-à-dire que on n'a plus le droit de toucher la création. Et je me demande si en fait les vandalisations à la casemate n'étaient pas liées en fait à une sorte de brisure de contrat de communication. C'est un peu la question que je me pose. Autrement, il me semble que j'avais une question, mais elle a dû partir loin. Non, parce qu'il y a certains, parce qu'on a parlé d'hybridation, et moi la question que je me pose, c'est par rapport à des objets artistiques non identifiés. J'ai cité ce matin le concours CNRS, la preuve par l'image, où en fait on a des créations venant de scientifiques et dont certaines, il y a deux types d'images qui sont présentées, celles où où il y a du reconnaissable, on arrive à s'identifier, on voit des animaux, on voit des êtres humains, et d'autres qui sont juste des créations qu'on n'arrive pas à interpréter et qui n'ont pas de sens. Elles nous parlent simplement parce qu'elles ont l'apparence du beau, elles ont l'apparence de l'artistique, mais bon, moi je ne suis pas critique d'art, je serais incapable de dire c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art, mais ce qui est intéressant, alors c'est pas une hybridation de rôle, c'est-à-dire le scientifique qui est encouragé par l'institution, qui tout d'un coup devient artiste. Alors je ne sais pas si c'est dans votre corpus, et je ne sais pas, moi j'ai une étudiante en master qui se lance dans l'interprétation de ces concours de photos qui sont lancés un peu par toutes les institutions, mais j'ai du mal à interpréter effectivement ce qui peut se passer en termes de médiation à ce niveau-là et en termes d'hybridation. Donc je ne sais pas si vous avez un avis, si vous avez réfléchi à cette question. Oui, ça rentre finalement dans le champ de la sociologie visuelle, hein, c'est ça le concours que tu évoques là. Oui, alors bon, là pour moi, en fait, c'est vraiment cette question aussi des nouvelles écritures, enfin, dans le champ des sciences sociales, qui trouvent aussi ces festivals, ces temps, enfin, qui est une façon de revoir ce qui existe depuis très longtemps dans le travail des anthropologues, des ethnologues, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'on peut penser à ce qui se passe à Marseille, par exemple. Il y a un festival autour des nouvelles écritures de la recherche, hein, j'ai plus le nom exact de ce temps-là, mais qui rejoint exactement voilà, ces enjeux-là. Donc effectivement, ça peut être on est à cet endroit de la construction aussi à la fois d'un travail scientifique qui va se faire aussi à travers la création et la production de ces images. Hein, c'est ça, le concours, je ne le connais pas typiquement. C'est la preuve de quoi, voilà. Mais c'est la preuve de quoi, voilà. Ouais. C'est la preuve des résultats, c'est la preuve du processus. Ouais. C'est ça perd de son statut, c'est-à-dire que ça s'appelle la preuve par l'image, mais en fait, c'est pas la preuve de quoi. Et en fait, l'image est présentée essentiellement sur la base de critères esthétiques.
réponds absolument pas à votre question parce que enfin, voilà, c'est très intéressant et c'est un exemple justement qui est exactement de ce type d'objet, de ce type d'hybridation qui nous intéresse beaucoup, sachant que nous, la difficulté, c'était qu'on essayait de travailler sur des textes qui traitaient de ces objets. Donc là, peut-être qu'il n'y a pas encore de production à ce sujet. Néanmoins, là, à l'Université Lyon 2... Ouais. Oui. Ouais. Et je te passe la parole tout de suite, mais juste à Lyon 2, on travaille de plus en plus dans le cadre d'un pôle interdisciplinaire entre chercheurs de différentes composantes sur la place de la création dans les formations. Et aussi sur comment est-ce qu'on invite à passer par d'autres façons d'écrire, notamment en master, les résultats d'une recherche et en passant par, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure à un niveau institutionnel et pour les chercheurs, mais là aussi dans la formation, il y a un peu cette réflexion sur la place de la création dans ce que c'est que la production scientifique. Oui, non, je voulais, si j'ai une seconde, simplement évoquer à ce propos, en fait, j'ai travaillé, fait un entretien en fait avec un collectif de chercheurs, donc qui étaient sociologues, juristes et un photographe qui assumait une posture disciplinaire en tant que photographe sur un projet qui portait sur le vêtement au travail, en fait. Et ce qui était intéressant là, c'est que l'hybridation en fait est disciplinaire et on va dire, du photographe qui est effectivement pas dans le champ des disciplines scientifiques, mais en même temps, il a vraiment une approche en fait, de sa pratique de l'image et un travail justement qui se fait aussi beaucoup avec des sociologues sur l'enquête visuelle. Et donc tout le projet, ce qui était un peu spécifique, était orienté vers un horizon qui était la production d'une exposition finale de médiation, en fait, qui était une façon de parler de sociologie, de parler du travail, de parler d'enjeux de société. Et donc, avec finalement, à la fois dans le chemin, dans la place de l'image, dans le groupe de recherche et dans le chemin qui était fait pour faire des enquêtes dans différents milieux professionnels, en fait, tout cela a été traversé en fait par cet horizon de médiation finale et par cette forme culturelle qui se construisait et qui se composait à travers entre les membres du collectif. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça me rappelle ce qu'on est en train de dire, la conclusion du séminaire, là où on avait invité Jean-Paul Fourmentreau et Pierre Morelli, où finalement, ce qui ressortait, c'était que souvent, quand on va convoquer la fiction, la création dans la sphère scientifique, en dehors de ce que Sébastien a décrit, c'est-à-dire le théâtre au service de la science, avec des gradations différentes, d'ailleurs. On a vu qu'il y avait des niveaux, et tu vas jusqu'à Jean-François Perret, qui ne se réclame pas du tout lui-même du théâtre de science, dont je rappelle, pour boucler avec ce qu'on a dit tout à l'heure, il a fait une admirable pièce sur la mathématicienne Sophie K, le cas de Sophie K, où on n'apprend pas grand-chose sur Sophie K, et où il faut aller voir sa fiche Wikipédia pour savoir de qui parle Jean-François Perret. Donc tu as évoqué cette gradation du lien entre art et science, où l'art est au démarrage une forme qui permet de faire passer des contenus scientifiques en faisant passer un bon moment, jusqu'à des formes plus énigmatiques que le discours scientifique lui-même, parce qu'on a une superposition d'un discours complexe, le discours scientifique, et d'un autre discours complexe, le discours d'artistes contemporains. Et on était arrivé à cette conclusion que finalement cette superposition de complexité nécessitait de repenser la manière dont on envisageait la médiation. Et finalement, ce que l'art peut proposer de mieux, et Jean-Paul Fourmentreau nous avait montré des exemples vraiment très intéressants, c'est ce que je disais tout à l'heure, sa capacité problématisante. Donc c'est pas les étudiants en M2 qui sont ici et les doctorants qui sont parmi nous qui vont dire le contraire, mais si passer par des démarches artistiques peut permettre de mieux problématiser et non pas de mieux écrire, de mieux communiquer, etc., ça c'est très intéressant. Et Jean-Paul nous a montré des exemples de création artistique où vraiment faire la part des choses entre la création et les sciences sociales, et c'est quelque chose d'absolument impossible. Eh bien, je crois que sur ces belles paroles, nous pouvons terminer cet après-midi. Merci à vous pour cette journée qui a été très...